Dans un monde différent de celui que nous connaissons, un avatar du genre masculin et de la race humaine est créé. En plus d'avoir un travail très particulier, celui de prêtre, le nom de ce joueur est Ryu, qui désormais commencera sa vie athéo. Quelques secondes après la création de l'avatar, le garçon est téléporté dans une ville, devenant vraiment excité par l'immensité de l'endroit. Pour en arriver là, nous devons remonter un peu dans le temps, à l'époque où ce garçon a reçu le jeu Fiyo comme cadeau d'anniversaire. Malgré cela, Shinjuryu ne voulait pas accepter le cadeau parce qu'il était déjà au lycée. Mais ses amis, Shiyohara Tayu et Shiyohara Elle ont clairement fait savoir qu'ils ne faisaient cela que pour pouvoir jouer ensemble. Kyo est un jeu d'époque fantastique et l'un des VVAR les plus populaires au monde en ce moment. Ryu, pour sa part, pensait que ce serait juste l'un de ces RPG médiévaux typiques. Cependant, le nombre de détails de l'endroit est vraiment insensé, comme s'il avait été transporté dans un monde différent. Alors que le garçon est impressionné, la fille trouve amusant qu'il s'enthousiasme autant pour une chose pareille. Et quand le protagoniste s'en rend compte, il s'avère que c'est son ami Eo et son partenaire Taiyu, qui ont utilisé les noms de Coden, Saphir et Apollo. Cependant, bien que personne n'utilise son vrai nom dans les jeux, Ryu était l'un des rares à le faire. En tout cas, Apollo déclare qu'il enseignera les bases du jeu, et la fille dit que leur ami apprendra des autres joueurs. Mais de façon inattendue, le protagoniste s'excuse parce qu'il est déterminé à jouer seul. Finalement, Apollo avait oublié la difficulté du garçon à coopérer avec les autres, car dans le passé, il avait même refusé de jouer aux courses à 3 jambes. Ainsi, les amis disent qu'ils aideront à tout moment, qu'ils pourront se retrouver une fois que Ryu s'y sera habitué. Une fois les adieux faits, en plus de se familiariser avec les commandes du personnage, Hiro pense qu'il serait bon de faire une petite promenade dans la ville. Cependant, soudain, il passe devant une étrange maison qui fait un bruit effrayant. Par conséquent, face à cela, le protagoniste pense qu'il s'agit d'un événement lié au tutoriel. Et comme le son vient de l'intérieur du magasin, il commence à entrer, demandant poliment la permission jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose comme un monstre couché face contre terre sur une table. La personne, qui est une fille, est profondément offensée par cela et explique qu'elle est juste contrariée parce qu'elle n'arrive pas à avoir de clients. Pour Ryu, cette femme est étrange, mais peut-être que c'est un tutoriel nécessaire pour la progression de l'histoire. Alors avec un sourire charismatique, il dit qu'il est prêtre et propose d'aider pour ce qui la dérange. Alors la fille admet que Ryu a l'air plutôt gentil puisque c'est la première fois que quelqu'un reste aussi longtemps dans le magasin. Cependant, bien qu'il agisse naturellement, le protagoniste ne faisait cela que parce qu'il pensait que c'était une sorte de scène d'histoire. Quoi qu'il en soit, sans le savoir, la fille demande si elle peut faire une requête. Et ainsi commence la véritable histoire. Même si elle voulait attirer des clients, la fille avait peu de matériaux, elle avait donc besoin du garçon pour une chasse. Et, évidemment, comme cela impliquait des monstres dans le champ de débutants de la jungle aride, il sera récompensé de manière appropriée. C'est la première quête de Ryu dans ce monde et ce sera aussi son premier combat. Sans avoir à attendre longtemps, un groupe de loups noirs apparaît. Les matériaux nécessaires peuvent être récoltés sur tous, ce qui est assez similaire à la réalité. Dans ce cas, le protagoniste charge, excité à l'idée que les combats doivent aussi être tout aussi amusants. De façon inattendue, même en tant que débutant, le garçon parvient à humilier les loups, traitant le désavantage comme si de rien n'était. Jusqu'à peu de temps après, le protagoniste s'assoit au sommet d'un tas de monstres vaincus pour vérifier ses récompenses. Jusqu'à présent, le garçon en a vaincu environ 30 à 40, y compris ceux qui ont couru vers lui plus tard. Et il a déjà rassemblé la plupart des matériaux, mais l'objet croc de loup noir, qui n'est même pas rare, n'a toujours pas été obtenu. À cause de cela, Ryu pense qu'il a peut-être confondu quelque chose, mais ne sait pas quel est le problème. Cependant, en quelques secondes, une idée vient clarifier les choses. Jusqu'à présent, le garçon a vaincu les monstres en visant leur tête pour les détruire le plus rapidement possible. Par conséquent, il est possible que le croc soit détruit à chaque fois qu'il les vainc, ce qui est encore une fois très similaire au monde réel. Avec cette théorie en tête, un autre loup s'approche pour attaquer le garçon, mais cette fois il esquive et verrouille un étranglement arrière sur le monstre. Il serre avec ses bras jusqu'à ce que la barre de santé du loup atteigne 0, déclenchant les récompenses du système. Malheureusement, cette fois la théorie est prouvée car le garçon obtient enfin l'objet dont il a besoin. Ryu ne s'attendait vraiment pas à ce que la façon dont les monstres sont vaincus soit aussi réaliste. Par conséquent, maintenant qu'il connaît la bonne méthode, le garçon s'excite en sachant que les monstres n'auront plus aucune chance. De loin, certaines personnes commencent à avoir peur parce que le joueur qui élimine tous les monstres est un prêtre. Et en théorie, un prêtre reste généralement à l'arrière pour soutenir les autres joueurs. C'est pourquoi l'image du héros au milieu de tant de monstres est terrifiante comme un vrai berserk. Après beaucoup de combats, le protagoniste acquiert la compétence d'arts martiaux. Même après avoir acquis la quantité nécessaire de matériaux, il s'est tellement amusé qu'il a continué à chasser pendant encore 2 heures, ce qui a augmenté son niveau. Par conséquent, il croit maintenant qu'il devrait retourner en ville et visiter le magasin de matériaux. Cependant, soudain Ryu tombe à genoux, incapable de bouger son avatar plus longtemps.
C'est parce que son niveau de satiété a atteint la limite minimale pour ne pas avoir mangé quoi que ce soit jusqu'à présent, ce qui est assez gênant. Mais le garçon n'est pas seul dans ce cas car soudain une fille apparaît sur les lieux. Et remarquant la situation compliquée du protagoniste, elle s'approche et demande s'il va bien. Au début, le héros se demande, qui est cette fille? Cependant, Yizun l'informe que son avatar a soudainement cessé de bouger et que son niveau de satiété semble être le problème. Si c'est le cas, la fille croit qu'elle peut aider et commence rapidement à chercher quelque chose dans son sac jusqu'à ce qu'elle lui tende une boule de riz pour satisfaire sa faim. Pour le héros, la situation de la fille le sauvant avec un onigiri est pratiquement comme un ange le bénissant. Le nom de cette fille est Ashise, et son travail principal est la production, gagnant de l'expérience quand elle produit quelque chose comme une boule de riz, ce qui est assez pratique. Ryu, pour sa part, commence à manger comme quelqu'un qui meurt de faim. Alors la fille rit et dit qu'elle en a encore beaucoup plus s'il en a besoin, ce qui émeut le héros, car en plus d'être belle, Ashise est gentille comme une vraie déesse. En tout cas, plus tard, son niveau de satiété est rétabli, et Ryu la remercie pour le repas car il aurait été attrapé par des monstres s'il était resté là. De plus, le héros s'incline et dit qu'il n'oubliera jamais cette faveur et demande à exprimer sa gratitude. Ashise à son tour essaie de dire qu'une compensation n'est pas nécessaire, mais soudain elle pense à quelque chose. Alors, bien que ce soit un peu inconfortable, elle décide de faire une requête. Ce qu'elle veut, c'est un moyen de vérifier le taux d'achèvement de ses matériaux alimentaires. En bref, c'est en fait un test de goût. C'est comme laisser d'autres joueurs essayer la nourriture qu'elle fait pour recevoir des évaluations. Si elle reçoit une bonne note des joueurs, elle peut gagner des points d'expérience. Ceci est visible pour le protagoniste tout de suite car le système ouvre une fenêtre pour évaluer la nourriture d'avant. Pour être honnête, Ash vient de commencer à jouer à ce jeu aussi et n'a pas pu demander de l'aide à ses amis. Par conséquent, elle dit que si c'est trop de problèmes, elle est d'accord pour être ignorée. Cependant, le héros dit qu'il n'y a aucune chance de la refuser et avec un sourire doit être enregistré comme son ami, garantissant qu'il aidera toujours avec les évaluations tout comme il le fait maintenant avec l'onigiri au bonheur de la fille. Ainsi, la session de jeu quotidienne du protagoniste touche enfin à sa fin. Juste après son retour à la réalité, ses amis crient, disant qu'il n'y a pas de quête de tutoriel dans la ville de départ. Ignorant cela, le protagoniste dit qu'il a aussi rencontré une personne vraiment gentille. Cependant, maintenant il peut interpréter ce que ses amis voulaient dire en disant qu'il n'y avait pas de quête de tutoriel. En fin de compte, il pensait aussi que c'était trop pour une quête de débutant. Alors Al, donnant son point de vue, croit fermement que c'est probablement une quête cachée, ce qui rend tout le monde très curieux. Taiyu, à son tour, s'excite parce que si c'est le cas, ce serait quelque chose d'incroyable. Les quêtes cachées ne peuvent être contestées que par les premières personnes qui les trouvent, et cette même personne doit acquérir un objet personnalisé. Et maintenant que le héros y pense, la commerçante a dit quelque chose de similaire à cela. Après avoir collecté le nombre d'objets requis, le protagoniste est retourné au magasin. Et là, la fille le remercie beaucoup parce que maintenant avec tous ces matériaux, elle pouvait renverser la situation. Avec cela, la première quête du protagoniste a été complétée avec succès, ce qui l'a rendu très heureux. Cependant, disant soudain que les besoins précédents étaient juste pour remettre son magasin sur les rails, la fille a suggéré qu'il pourrait en rassembler davantage afin qu'elle puisse faire un livre de compétences personnalisé pour Ryu. Et parce que son visage avait l'air très beau, le héros a simplement accepté sans réfléchir. Comme son visage avait l'air beaucoup plus beau qu'avant, Ryu a seulement maintenant compris ce que cela signifiait. Alors Taiyu dit que c'est une quête secondaire et félicite beaucoup le héros pour avoir découvert quelque chose comme ça lors de son premier jour. Mais une fois de plus, il a oublié ce qui se passe quand vous complimentez quelqu'un d'aussi individualiste que le héros. Par conséquent, Taiyuo a été un peu surpris par l'expression du garçon, mais elle s'y était déjà habituée car c'est quelque chose qu'il fait toujours quand il apprécie un jeu. Plus tard, déjà de retour dans le monde fantastique du jeu, les prochains matériaux nécessaires pour la commerçante seront obtenus en chassant des gobelins. Mais pas seulement des gobelins, aussi des hobgoblins et le plus fort d'entre eux, le général gobelin. Apparemment, le héros pourra obtenir tous ces matériaux en abattant les monstres. Et juste à cause de cela, même face à une armée, il s'excite à l'idée de tous les chasser d'un coup. Commençant déjà par un coup de pied au visage d'un des gobelins sans aucune pitié, suivi d'une entaille précise à un hobgoblin. Enfin, après avoir vaincu des monstres jusqu'au niveau de gobelin intermédiaire, le héros se tient devant le général, et sans même y penser, il charge confiant qu'il vaincra facilement le monstre. Quelque temps plus tard, Ashise semble avoir des problèmes parce qu'un homme apparaît, l'intimidant. Et juste en voyant à quel point son ami est mal à l'aise, un héros tremble pratiquement de rage. Ce même homme insiste pour aller quelque part avec elle, mais la fille ne veut clairement pas. Même ainsi, le gars s'avère encore pire en essayant de la toucher jusqu'à la dernière seconde. Son bras est attrapé, laissant tout le monde surpris. Et le responsable est le protagoniste qui dit à la nuisance d'arrêter de mettre son ami mal à l'aise. Évidemment, étant une sorte de boom, le gars attrape le protagoniste pour l'affronter. Ensuite, trouvant ça drôle, le héros demande au gars de se calmer et avec un visage terrifiant, dit qu'ils peuvent parvenir à un accord pacifique,
laissant le fauteur de troubles complètement effrayé et le faisant s'enfuir sans regarder en arrière. Face à cela, la fille demande ce que le héros a fait, mais Ryu donne l'excuse qu'il l'a simplement persuadé comme n'importe quel homme civilisé. Quoi qu'il en soit, Ashise a appelé le protagoniste, et étant vraiment mauvaise pour s'affirmer, le remercie avec une expression angélique, louant la gentillesse de Ryu et faisant battre son cœur. Mais Ryu n'est pas non plus très doué pour ces choses, ce qui le fait s'enfuir, donnant l'excuse qu'il doit aller chercher un livre de compétences. Et donc Ashise est laissé seul dans la ruelle, croyant que le protagoniste est quelqu'un de vraiment occupé. Déjà un peu plus loin, le héros réalise que s'il était resté plus longtemps, il aurait dit quelque chose de bizarre parce que ce qu'Ashise éveille en lui est effrayant. En tout cas, il est vraiment temps d'obtenir son objet personnalisé. En entrant dans la boutique, le boutiquier commence immédiatement un rituel magique impressionnant. Et lorsque l'objet est créé, le protagoniste est étonné de voir à quel point les effets sont incroyables. Soudain, les effets commencent à être écrits dans le livre de compétences. Jusqu'à ce que finalement, le gardien de la boutique termine sa toute nouvelle invention avec beaucoup d'efforts, qui est le livre du pouvoir de la foi, et aussi le seul livre de compétences dans ce monde qui appartient uniquement au héros. Ainsi, le protagoniste la remercie sincèrement pour la récompense. Mais la fille dit que c'est elle qui devrait être reconnaissante puisqu'elle a eu la chance de redémarrer son entreprise. Avec ça, le protagoniste se dirige pour tester le pouvoir du livre sur les monstres de terrain. Et là, il se demande quel type de monstre tout en espérant en trouver de fort. Mais le protagoniste n'a pas à attendre longtemps car quelqu'un est déjà venu le saluer. Ce quelqu'un étant un monstre de 1000 pattes géant de la forêt, et au lieu d'avoir peur, le protagoniste charge en avant, espérant affronter un adversaire digne de ce nom. Inattendument, cette fois, sa confiance ne garantit pas la victoire car ses attaques surprises ne font pas grand-chose. Les loups et les gobelins ont subi de lourds dégâts avec le premier coup de poing, mais ce 1000 pattes n'a même pas bronché. À cause de cela, le monstre commence à lancer des attaques contre le protagoniste, et après avoir esquivé un peu, il croit que c'est le bon moment pour tester sa nouvelle capacité. Sans perdre plus de temps, il joint ses mains et invoque l'épée de la foi et le bouclier de la foi par activation. Les deux apparaissent du ciel comme s'ils étaient des artefacts divins et rejoignent leur porteur. Cependant, quelque chose d'autre commence à apparaître à grande vitesse et fusionne avec le corps du héros, ce qui lui donne une sensation un peu étrange. Maintenant, la statistique mentale a été convertie en force et en défense avec ce nouveau pouvoir. La classe prêtre se concentre généralement sur l'amélioration du pouvoir mental, mais maintenant notre héros est complètement opposé. Un buff de défense est exactement ce dont un joueur solo comme lui a besoin, et même avec une compétence de bas niveau, il y a une énorme différence juste en l'ayant. Dans ce cas, avec le 1000 pattes devant lui prêt à frapper à nouveau, Liu se prépare à l'affronter de front. Et d'un seul coup, le monstre est complètement vaincu, laissant le héros très satisfait. Quelque temps plus tard au bar Love, ce même jeune homme d'avant apparaît visiblement contrarié, incitant le barman à demander sa commande. Encore plus irrité, l'homme demande une punition conçue pour faire souffrir son ennemi. Sans perdre de temps, il remet la photo du protagoniste, dans l'intention de le faire arrêter de jouer à Fio pour toujours. Quoi qu'il en soit, l'homme fait confiance au barman qui accepte le travail. À ce moment-là, il active sa compétence unique, invoquant les soi-disant briseurs de liens. Juste après avoir vaincu le 1000 pattes géant, le héros remarque que c'était un adversaire très résistant. De plus, la récompense pour avoir vaincu le seigneur de la forêt était également assez précieuse. Cependant, soudainement, quelque chose attire son attention, une étrange sensation d'être observé. Simultanément, les noms Gast Paki et Zaza sont clairement entendus être appelés. Pour Ryu, comme le jeu est incroyablement réaliste, cela devient une préoccupation importante. Néanmoins, cela s'avère utile car il peut localiser les gens en utilisant uniquement le bruit, comme en lançant une pierre. Suite à cela, quelqu'un attrape le projectile, mais cette personne n'est clairement pas seule. Ryu, à son tour, s'inquiète d'avoir agi négligemment et de penser que c'était un monstre. Il commence à s'excuser. L'homme d'autre part loue la conscience du danger de Ryu et le reconnaît comme un prêtre, surprenant Ryu. Rapidement, le héros demande l'identité de la personne et s'ils ont des affaires avec lui. Cependant, avant de recevoir une réponse, il croit déjà connaître la raison. Ainsi, il commence à faire des suppositions, qui sont toutes incorrectes et presque moqueuses. Déjà assez irrité, le chef crie qu'ils sont les briseurs de liens. En tout cas, Fu retrouve son calme car il avait entendu Tai Yu en parler auparavant. Dans le passé, il a été clairement averti de faire attention à eux car ils sont une guilde spécialisée dans l'élimination des joueurs d'Amphio. Même ainsi, le protagoniste demande pourquoi ils agissent de cette façon, et il est révélé qu'ils reçoivent des objets pour avoir accompli de telles missions et suivent des règles spécifiques concernant les niveaux cibles et les conditions d'acceptation. Apparemment, selon Tai Yu, les briseurs de liens n'acceptent que des missions contre des joueurs connus. Pour Ryu, cela ne fait que montrer le ressentiment du groupe, et il exprime ouvertement cette opinion. Cela met en rage la guilde, bien que le chef parvient à rester relativement calme. Car, selon lui, toute humiliation ou perte deviendra un plaisir une fois qu'ils auront vaincu le héros. Alors que les ennemis approchent, Ryu réalise que c'est la première fois qu'il combat de vraies personnes dans le jeu. Et comparé aux monstres,
qui se déplacent en fonction des codes, les joueurs ont leur propre volonté. Par conséquent, il devient excité rien qu'à penser à la méthode qu'il utilisera pour les vaincre. Rapidement, l'un des membres s'approche, un peu troublé par le sourire identique à la photo. Mais croyant qu'il gagnera facilement, il commence à attaquer de diverses manières, ratant toujours chaque frappe. Ryu esquive tous, pensant que ce serait douloureux d'être touché, mais déclare qu'il ne sera pas touché même s'il essayait, énervant davantage les capuchons. Maintenant complètement enragé, l'un d'eux utilise toute sa puissance magique pour essayer de brûler tout autour. Cependant, il doit faire de telles déclarations, le héros trouve simplement la situation amusante. N'ayant plus rien à attendre, le protagoniste charge en avant, sachant qu'il peut tous les écraser sans remords. En réponse, les assassins tentent de se coordonner et de l'encercler. Cependant, le héros déclare que c'est ce comportement même qui les rend si inefficaces. Ryu invoque son objet de prêtre, et pour mettre fin à la bataille une fois pour toutes, disparaît laissant le capuchon le chercher. Néanmoins, lorsqu'il le trouve, la situation ne pourrait être pire car un arbre géant commence à tomber sur tout le monde. Et en raison d'un mauvais jugement, il court directement dans la seule direction sans échappatoire, étant écrasé par le tronc. Très stratégiquement, le protagoniste élimine tous les subordonnés avec une seule attaque. Cependant, leur chef voit cela comme une bonne chose car il souhaite vaincre le héros de ses propres mains. Débordant d'énergie, il demande au garçon de dire ses derniers mots. Cependant, la bataille n'est même pas montrée car il est vaincu d'une manière plus humiliante que les autres. Sans ennemis restants, Ryu commence à confronter l'homme qui n'avait jamais imaginé que cela se terminerait ainsi. Mais il s'attendait vraiment à plus d'eux, car même le mille-pattes était plus fort. En tout cas, nous demanderions le nom de la personne qui a ordonné le coup, mais le chef dit que la devise de leur guilde est d'accomplir le travail indépendamment de ce qui doit être fait. Et puis soudainement, il tire une orbe brillante de sa cape qui en quelques secondes commence à briller plusieurs fois plus fort jusqu'à ce que le garçon soit téléporté dans un endroit complètement différent, sans savoir où il se trouve. Et à cet endroit, le nombre de monstres est supérieur à tout ce que le héros a jamais vu, le laissant encore plus confus qu'au début. Sans avoir à trop réfléchir, un héros comprend qu'il a été téléporté à l'emplacement d'un boss au-dessus de son niveau. C'est vraiment une tactique très sale, car le garçon sait sans même vérifier leur fenêtre d'état que la force et le nombre sont au moins 5 niveaux plus élevés. Mais le plus gros problème de tous est le monstre derrière les petites bêtes. C'est le loup démon écarlate de niveau 35. Certainement le boss de type loup le plus dangereux, même comparé aux autres boss qu'il a affrontés. Cependant, au lieu d'avoir peur, le héros est en fait excité, prêt à remercier les briseurs de cœur pour la chance de vaincre autant de monstres forts. Sans perdre de temps, le héros commence par lancer son arme sur un gobelin et détruit un monstre scarabée d'un coup de pied. Au début, il était sous pression, mais le garçon pense que ce n'est rien. Jusqu'à présent, il y a des monstres de type bête ainsi que des types humanoïdes, et enfin, les types insectoïdes avant le boss. Ces monstres sont des mêmes types qu'il a déjà vaincus, et même s'ils sont plus forts, la méthode semble être la même. Tout en esquivant les attaques du monstre, le protagoniste peut profiter des ouvertures pour frapper précisément leurs points faibles. Par conséquent, les bêtes finissent par être un peu décevantes, pas un gros problème malgré leur haut niveau. En fin de compte, les vrais problèmes sont les cercles magiques dans l'endroit. Même après avoir vaincu tous ces monstres faibles, leur nombre continue d'augmenter, rendant impossible d'atteindre le boss. De plus, avec un bâillement, il est clair que le boss est même un peu ennuyé. Alors, tremblant de rage, le héros devient déterminé à briser ces cercles en morceaux. Une fois de plus invoquant ses armes, pensant qu'il pourrait effrayer ses amis s'il le découvrait, Reeves décide de cacher le fait qu'il a un deuxième sceptre, et commence bientôt à vaincre rapidement tous les petits monstres qui apparaissent devant lui. Ainsi, il se rapproche du cercle magique qui engendre des monstres jusqu'à ce qu'il charge, prêt à dire au revoir à cette chose ennuyeuse, brisant tous les générateurs de monstres en morceaux, et devenant le seul à rester debout sur le champ de bataille parmi les ennemis secondaires. Très fier de son accomplissement. Maintenant, la seule chose qui reste à notre héros est d'affronter l'ennemi le plus fort de la zone, qui se lève rapidement pour achever le protagoniste. Face à cela, Ryu se moque du fait qu'il se soit enfin levé tout en demandant au monstre de ne pas le décevoir. Et ainsi, comprenant apparemment la provocation, le monstre hurle, générant une vibration sonore qui commence même à fissurer le sol. La douleur que le protagoniste ressent dans ses oreilles est très réelle, il pense donc que les développeurs sont complètement stupides. En tout cas, Louis n'était pas le seul problème, car pendant que la distorsion se produisait, le monstre chargeait pour un combat précoce, lançant le protagoniste jusqu'à ce qu'il s'écrase le dos le premier contre un gros rocher, ce qui le laisse gravement blessé. Toute cette puissance combinée à la vitesse fait perdre au protagoniste près de 8% de ses PV, il commence donc à se soigner pour se relever. Cependant, ce monstre ne semble pas disposé à laisser au héros un seul instant de repos. Et même si ce n'est qu'un jeu où l'on peut sentir l'intimidation du boss, il est même difficile de respirer. Néanmoins, alors qu'il réfléchit à ce qu'il doit faire, un rire jaillit du visage de notre héros. Parce que c'est vraiment la première fois qu'il se sent si excité en jouant à ce jeu. Ainsi, rapidement, les armes de prêtre sont invoquées,
et des enchantements de tous les types d'attributs possibles sont libérés par magie, augmentant les statistiques du protagoniste à un niveau jamais vu auparavant. Avec la puissance débordant à travers son corps, le moment est enfin venu d'achever ce petit chiot. De retour dans le monde réel quelque part, les gens commentent que la date tant attendue est aujourd'hui. Plus précisément, Tayu mentionne que ce soir est la nuit de la lune cramoisie et demande à Io si elle a déjà participé. En réponse, la jeune fille dit oui, mais affronter plus de 100 monstres de 15 niveaux au-dessus d'elle devient impossible. Pour elle, seul un fou se jetterait dans un tel gâchis. Et pour Taiko, c'est exactement le cas du héros. Cependant, la jeune fille pense que c'est trop même pour lui, et de toute façon, l'attention de Taiko se déplace lorsqu'il réalise qu'il a gagné un prix avec le bâton de Popsicle. De retour dans le jeu, une vague d'énergie est libérée de l'affrontement des armes du protagoniste avec les griffes du loup, et juste après la première frappe, ils se retirent tous les deux. Face à cela, Ryu est impressionné par la quantité de puissance contenue dans les attaques du monstre. Et devant le garçon, l'intimidation que le loup démontre au combat devient encore plus forte. Par conséquent, faire la même chose que d'habitude, exploiter les faiblesses pendant les ouvertures, sera impossible cette fois-ci. Cependant, les premiers monstres qu'il a vaincus à Fia étaient en fait des loups, et même en grand nombre, le héros les a tous abattus avec un sourire sur son visage. Ainsi, l'espoir revient une fois de plus, avec Ryu certain que la même chose s'appliquera aux grands. Une fois de plus, les deux se tiennent face à face, attendant que l'adversaire fasse le premier mouvement. Cependant, juste au moment où le loup est sur le point d'attaquer, il hurle, et de cet immense son, plusieurs portails magiques commencent à apparaître dans le ciel, laissant le protagoniste complètement confus. Et de ces cercles magiques, il ne faut pas longtemps pour que de nouveaux problèmes apparaissent pour notre héros. Il semble que ce soit une pluie de projectiles magiques, quelque chose que le loup n'avait pas été capable de faire jusqu'à présent. En tout cas, le protagoniste esquive, croyant que cela n'aura pas d'importance s'il ne le touche pas. Cependant, comme par justice poétique, au moment où il dit cela, l'un des projectiles le frappe, causant des dommages considérables. En fin de compte, les tirs magiques n'étaient qu'un leurre pour une attaque de queue à longue portée. Et même en étant dans une position défensive utilisant ses capacités, 20% de ses PV max ont disparu. De plus, bien qu'il soit un prêtre, un protagoniste ne veut pas utiliser tout son mana juste pour la guérison. Après une analyse plus approfondie, il est clair que le loup a l'avantage. Donc, si sa faiblesse n'est pas exploitée, cela ne fonctionnera pas. Une fois de plus, le héros invoque son sceptre et charge à grande vitesse pour écraser le monstre. Visant la patte droite du loup, qui est en quelque sorte positionnée juste comme il faut, naturellement, la pluie de tirs magiques doit également affecter d'autres êtres vivants. Par conséquent, la stratégie maintenant est de se placer sous le loup pour l'utiliser comme bouclier. De cette façon, le héros supprime l'avantage des attaques à longue portée et réduit également la portée de la queue. Dans ce cas, il ne fait aucun doute que la seule méthode d'attaque sera avec l'une de ses griffes. Et au moment où la griffe droite est levée, la patte arrière gauche devient le plus grand point faible du monstre. Ainsi, le premier coup réussi est porté par notre héros. Avec cela, le monstre ne peut plus utiliser ses griffes, et même s'il s'éloigne en sautant, cela n'a plus d'importance. Surtout parce que, avec cet avantage, le protagoniste en profite pour porter beaucoup plus d'attaques. Et ainsi, l'une des pattes de soutien du loup devient complètement inutile à cause des blessures. Et avec son plan qui fonctionne, il ne reste plus qu'à achever le monstre avec son attaque finale. De cette façon, l'aura du protagoniste coule dans tous les coins tandis que son ennemi approche finalement de la défaite. Maintenant, il reste moins de 10% des PV totaux de la bête, alors vu charge avec une cupidité terrible. Cependant, c'est à ce moment-là que le croissant de lune sur le front du monstre commence à briller comme un vrai soleil qui illumine tout. Et alors que la confiance du protagoniste est ébranlée, une nouvelle créature apparaît sur le champ de bataille, encore plus forte que la précédente. C'est la deuxième forme du boss loup démon écarlate. Avec cette nouvelle évolution, le monstre double pratiquement de taille, alors notre héros avale toute cette fierté antérieure. À ce moment, la jambe droite qui a été détruite est entièrement récupérée, et cette fois, les griffes semblent même améliorées. Mais ce n'est pas seulement son apparence qui a changé, ses statistiques et ses capacités ont également changé. Avant d'attaquer, le loup s'accroupit sur le sol et commence à s'enrouler de manière intimidante, jusqu'à utiliser son corps comme un ressort pour la propulsion, il se jette et parvient à mordre le protagoniste, lui arrachant un morceau. Tout cela est très différent pour notre héros. Voir un bras loin de son corps est quelque chose qui provoque un choc incroyable. Avec toute cette vitesse, même en esquivant un impact direct, la perte de PV du héros est irréelle. Sans réfléchir à deux fois, Ryu court aussi vite qu'il le peut tout en utilisant toute son énergie pour se soigner. Il peut sentir que son niveau de mana est bas, mais d'abord, il doit gagner de la distance pour réévaluer, quelque chose que le monstre ne permettra pas si facilement. Maintenant un peu plus loin, le monstre arrête soudainement la poursuite pour une raison quelconque. Ryu, à son tour, pense que si c'est une autre pluie de tirs magiques, ils ne le toucheront pas. Cependant, soudain, une énergie commence à briller de la bouche du monstre, faisant immédiatement comprendre à notre héros ce qui va arriver.
et de l'intérieur de sa bouche sort une massive explosion d'énergie qui détruit tout sur son passage, ne laissant derrière elle qu'une épaisse fumée et une traînée de dévastation sur le sol. Toutes ces différentes capacités rendaient déjà le protagoniste désespéré, et plus que tout, très irrité. En cette nuit, le garçon commence à considérer ce jeu comme mauvais et irrationnel, mais résoudre ce genre de situation pourrait être amusant. Les deux sont déjà à leur limite. Alors que le héros ne peut pas récupérer sa santé, le monstre peut utiliser de grands mouvements. Cependant, le protagoniste est à court de mana et gravement blessé, contrairement à la bête. En tout cas, Ryu croit que la seule chose qui peut être faite en ce moment est un pari. Avant de se battre, le loup démon écarlate analyse beaucoup, et il en va de même pour le protagoniste. Mais maintenant qu'il a déjà un plan en tête, Ryu se lance pour achever son petit chiot une fois pour toutes. S'approcher de ses capacités terrifiantes est certainement difficile, mais c'est nécessaire pour créer une nouvelle ouverture. À ce moment précis, une opportunité apparaît enfin pour notre héros parce que le monstre commence à charger une autre attaque à longue portée. C'est l'explosion d'énergie de la bouche qui détruit complètement tout devant elle. Mais même avec ses statistiques améliorées, l'attaque consomme certainement beaucoup de mana. Et comme c'est un coup de grâce, il doit falloir un certain temps pour récupérer après. Cela dit, ce qui est nécessaire maintenant, c'est d'endurer cette attaque et de contrer avec son propre coup final. Le problème est que Ryu survive à l'attaque ou non, si tout se passe comme prévu, il peut encore trouver un moyen. Sans plus tarder, le monstre déchaîne son attaque, qui arrive à grande vitesse. Ensuite, avec le bouclier de foi qui augmente la défense, le héros applique également une amélioration par-dessus. Et ainsi, avec un cri extatique, il active sa capacité de régénération. Inévitablement, la frappe du monstre touche le protagoniste, et le loup démon écarlate attend que la poussière retombe. Cependant, il n'a pas à attendre longtemps pour un signe, car soudain, quelque chose émerge de la fumée, se révélant être notre héros. Ryu montre sa moquerie au plus haut niveau possible pour être encore en vie. Il a augmenté ses statistiques de défense avec le bouclier de foi et l'a empilé avec une amélioration de défense tout en utilisant la régénération pour récupérer. Cette dernière capacité restaure une petite portion de PV par seconde, ce qui rend nécessaire de résister et de survivre à l'attaque tout en subissant un minimum de dégâts. Par conséquent, Ryu crie que c'est ainsi qu'un vrai prêtre se bat. Sans perdre de temps, le garçon utilise le booster d'amélioration suivi de la puissance détonante, et avec cela, son attaque finale est chargée et prête à frapper l'ennemi. Ensuite, le coup atterrit enfin, et avec cette attaque améliorée, le protagoniste parvient enfin à achever le loup démon écarlate. Avec une subjugation complète, un message système apparaît le félicitant, et, bien sûr, les attributs du héros sont augmentés, ainsi qu'un bonus de 300 000 pièces, plus le croc et les griffes du loup écarlate. Enfin, les niveaux de compétence de l'épée de foi et du bouclier de foi augmentent également au grand plaisir de notre héros. Après tout, pour lui, avoir autant d'argent est le vrai bonheur. Cependant, le héros ne profitait pas de ce moment seul car de derrière un arbre, une certaine personne avait tout enregistré, et c'est évidemment très excité car elle venait de capturer un événement intéressant. Avec des centaines de pièces d'or tombant du ciel, le héros commence à avoir peur de l'incroyable qualité des récompenses. De plus, il est sûr que les briseurs de cœur vont beaucoup le regretter. Le héros est également intéressé par les autres récompenses, mais comme il est fatigué, il se déconnectera pour aujourd'hui et retournera dans le monde réel. De retour chez lui plus tard, les amis du héros insistent pour qu'il se réveille rapidement, ce qui provoque le réveil brusque du protagoniste. Ne comprenant toujours pas de quoi il s'agit, Ryu a demandé ce qu'il y avait pour le petit déjeuner, mais Taiko lui a crié qu'il ne le dérangerait pas pour une chose pareille. En fait, ils étaient très excités par l'exploit que le protagoniste avait accompli, ce qu'ils ne comprenaient évidemment toujours pas. Quelques minutes plus tard, de retour dans le monde du jeu, au moment où le héros apparaît dans le hall, il remarque une atmosphère complètement différente qui le fait se demander ce qui se passe. Rapidement, Ashiz apparaît pour saluer son ami avec une expression douce comme toujours. Ryu dit alors qu'il est heureux de voir quelqu'un qu'il connaît, mais demande ce qui se passe avec tout le monde. Extrêmement euphorique, la jeune fille dit que c'est à cause de la vidéo d'hier où le héros était incroyable. Et puisqu'il n'a même pas vu la vidéo, la jeune fille décide de la lui montrer maintenant. Dans la vidéo, on voit même le héros se moquer du petit chien qui apparaît à sa grande surprise. Ensuite, Ashiz explique qu'une personne ayant un emploi de journaliste a enregistré cette scène, ce qui en a fait un sujet populaire. De cette façon, le héros comprend enfin pourquoi ses amis agissaient si étrangement le matin. Au lieu d'être heureux, Ryu trouve tout cela très embarrassant car cela viole sa vie privée. Mais d'un autre côté, Ashiz a trouvé ça vraiment cool comment le garçon a continué à se battre même après de nombreuses batailles. Et plus que cela, ce qu'elle voulait dire, c'est que Ryu était incroyable, atteignant les sentiments les plus profonds du héros. Au fait, pendant que le protagoniste pense à son expression mignonne, la jeune fille demande si cela le dérangerait d'aller ensemble dans la deuxième ville appelée Uval. Maintenant que c'est mentionné, le protagoniste n'y est pas encore allé et demande pourquoi. Alors un peu gêné, Ash répond qu'elle se concentre sur l'augmentation de ses statistiques, mais qu'elle s'inquiète des monstres en cours de route.
et une chance de passer du temps avec la jeune fille était exactement ce que le héros voulait. Donc, sans même y réfléchir à deux fois, il a été décidé qu'il partirait le lendemain. Une fois de plus déconnecté du jeu de retour chez lui, notre héros prépare le dîner avec une excitation inhabituelle. À cause de cela, Taiyu demande pourquoi il est de si bonne humeur puisque le protagoniste est généralement réservé. Cependant, contrairement au gars qui était intéressé, une assiette a été cassée de colère par Eo, qui a compris que Ryu flirtait avec une autre fille. Dans ce cas, Taiyu demande s'il était en train de flirter, mais le héros ne pense pas que ce soit le cas. De plus, il ne comprend vraiment pas pourquoi elle était si en colère. Changeant de sujet, Taiko a alors demandé au garçon de comprendre au moins une chose. La vérité est que c'est Al qui a eu l'idée de donner Fio comme cadeau d'anniversaire et était très heureuse en pensant qu'ils joueraient ensemble. Donc, le héros comprend pourquoi, même après lui avoir donné le jeu, elle est restée seule jusqu'à présent. Et à ce moment-là, il pense aussi à un moyen de réparer les choses. De retour dans le jeu, une flèche de glace est tirée sur un rocher, qui se brise en deux. C'est le pouvoir d'Eo, qu'elle dit être le résultat de ses efforts pour s'améliorer. Au début, le héros a demandé de l'aide puisqu'il avait reçu son grimoire en récompense, mais atteindre ce niveau serait difficile, surtout parce que lors de son entraînement précédent, il n'a réussi à faire qu'un seul tir magique. Dans ce cas, Eo demande si ce ne serait pas mieux pour lui d'essayer d'apprendre de cette fille, ce qui crée un silence entre eux. Et pour arranger ça, le héros dit qu'il lui donnera son livre de compétences magiques en cadeau. Évidemment, les deux commencent à se disputer à ce sujet car même si elle le veut vraiment, il a été gagné avec beaucoup d'efforts. Mais le protagoniste dit qu'il préfère utiliser des attaques physiques plutôt que la magie. Et puisqu'il apprécie vraiment le jeu, il veut lui donner le livre en remerciement pour le cadeau. De cette façon, en pensant un peu à ce qui se passe, elle devient vraiment embarrassée. Et puisqu'il n'y a techniquement pas d'autre choix, elle décide de l'accepter volontiers. De cette façon, la mission d'encourager son ami est terminée dans l'esprit du héros. Alors il dit qu'il part maintenant, mais qu'il reviendra plus tard pour continuer à jouer. En fin de compte, la raison pour laquelle il est parti est qu'elle était trop mignonne pour qu'il puisse parler correctement. Mais juste après son départ, il est devenu clair que la jeune fille ressentait la même chose pour Ryu. Le lendemain, devant l'horloge centrale de la ville, on voit le héros taper du pied avec anxiété. C'est parce qu'il reste encore 30 minutes avant l'heure de la réunion à 14 heures. Et après seulement une minute, il vérifie à nouveau pour voir combien de temps il reste. Parce qu'aujourd'hui est le jour où il deviendra l'escorte d'Ash, et ils marcheront juste tous les deux, quelque chose qui fait déjà divaguer l'esprit du protagoniste. Quoi qu'il en soit, seulement 30 secondes passent, et malgré le fait de faire peur aux gens, il se convainc qu'il n'est pas nerveux. Alors naturellement, les joueurs essaient de ne pas attirer trop l'attention jusqu'à ce que soudainement de loin, quelqu'un appelle notre protagoniste. C'est Ashiz, qui arrive en courant en demandant si elle est en retard. Évidemment, le protagoniste répond non parce qu'en vérité, il est arrivé beaucoup trop tôt. Alors plus embarrassée que jamais, elle répond qu'elle est venue maintenant parce qu'elle était excitée par le rendez-vous, et cette gentillesse brise fondamentalement le calme du protagoniste. Malgré tout, sachant qu'il doit garder sa raison, il demande s'il devrait partir pour Duval maintenant. Et puisque c'est exactement ce que Ashiz veut, Ryu abandonne toute idée d'essayer de garder son calme. Après un certain temps, les deux vont dans une forêt basse, et Ashiz apprécie vraiment le moment en regrettant même d'avoir amené une escorte. Cependant, le héros avertit que comme l'herbe est très haute, il pourrait y avoir des monstres cachés en dessous, ce qui l'a fait paniquer. En fin de compte, le protagoniste plaisantait, mais ce n'était pas non plus un mensonge car apparemment les monstres n'attaquaient pas à cause de la différence de niveau. Et Ryu veut vraiment profiter de son temps aujourd'hui, alors il pense qu'il vaut mieux mettre ces choses de côté. Au fait, la jeune fille demande quel genre de récompense le héros a reçu de la dernière bataille puisque c'était un grand événement. Et en réponse, le héros commence à dire que c'était plusieurs choses, mais soudain quelque chose commence à approcher. Puisqu'il ressemble à un mignon lapin, Ashiz devient très excité, mais bientôt la vraie forme du monstre est révélée. Ashiz avait en effet entendu dire que le boss de cet endroit était un lapin géant. Et puisque le boss n'a pas peur de notre héros, il pense que c'est une bonne occasion, surtout parce qu'il le vaincra en utilisant les récompenses qu'il a reçues pendant que la jeune fille attend. Sans attendre longtemps, le protagoniste invoque sa nouvelle arme appelée le Dissectum écarlate le plus chaud. L'une de ses bonnes caractéristiques est le fait qu'elle est légère malgré sa taille, et elle augmente considérablement la puissance d'attaque. Et pas seulement cela, le titre qu'il a reçu de la subjugation est également activé. Le titre, à son tour, a un petit rire à côté de la classe, mais ce qui compte, c'est qu'il accorde une résistance aux attaques physiques. Donc, avec ses nouveaux pouvoirs, le protagoniste ne voit pas d'inconvénient à commencer maintenant. Assez plein de lui-même, le monstre charge pour attaquer en premier, mais dès que le héros esquive, il contre-attaque par en dessous. Faisant tomber le monstre sur le dos, le héros saute par-dessus et lui assène un coup fatal de toutes ses forces. Ainsi, le lapin blanc géant est vaincu, et l'admiration de la jeune fille pour Ryu ne fait que grandir. Pour elle, c'est incroyable qu'il ait vaincu le monstre en un instant, mais le héros explique que c'était facile comparé au loup cramoisi. Malgré tout,
Ryu dit qu'il a d'autres choses qu'il veut tester. Et pour expliquer, il montre sa fenêtre de statue où il y a un sort de sermon d'invocation, ce qui rend évidemment les deux très curieux de savoir ce que c'est. Achise se demande quel genre de magie c'est puisque cela semble être dans l'invocation de monstres. Puisqu'il parle de bêtes d'invocation, qui pense qu'une bête grande et forte serait cool, et Achise pense qu'il serait peut-être agréable d'avoir quelque chose comme un esprit très beau qui a du charisme en plus de la force. En fin de compte, les deux options sont très intéressantes, comme un vrai rêve. Mais quoi qu'il en soit, ils ne le sauront que lorsqu'ils l'invoqueront, et le héros commente qu'il est dommage qu'il n'y ait pas d'ennemis à proximité. Quoi qu'il en soit, il dit qu'il doit utiliser des pierres de mana pour commencer, et puisque le héros en a déjà plusieurs de ses dernières batailles, il décide simplement de toutes les utiliser en même temps. Ensuite, un type de chant semble être récité. Comme je languis après ceux qui marcheraient à mes côtés, comme je languis après ceux qui seraient mon épée et mon bouclier, et comme je languis après ceux qui m'obéiraient. Viens à mes côtés et deviens mon serviteur. Je t'offre mon mana, alors viens à moi, mon serviteur. Après avoir récité cela, une énergie magique intense commence à se former, les rendant tous les deux très anxieux. Ryu a vraiment hâte de voir quel genre de bête sera invoqué. Et soudain, de cette énergie, la magie commence à prendre la forme de quelque chose, jusqu'à ce qu'enfin une invocation apparaisse, une petite fille métisse qui ne comprend évidemment pas ce qui se passe. Ryu s'évanouit pratiquement à cause de tant de gentillesse, mais quelque chose ne semble toujours pas tout à fait correct. Parce que sur la base des pierres de mana qu'il a utilisées, un serviteur fort et résistant aurait dû venir. Cependant, quelqu'un d'autre qui a trouvé la jeune fille adorable était Achise, ne se souciant même pas de quoi que ce soit d'autre. Après tout, la petite fille avait des oreilles de chat et était extrêmement mignonne. Essayant toujours de comprendre, Ryu pense que cela pourrait être une bête avec des compétences de guérison et de récupération liées à sa classe. En plus de cela, le héros croit que cela aurait pu être une bonne décision de ne pas l'invoquer pendant une bataille. Mais soudain, un ours géant saute d'une montagne, ce qui excite beaucoup notre héros. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, cette petite fille qui semblait impuissante a couru devant comme un éclair. Immédiatement, Ryu et Achise ont commencé à crier à la petite de revenir parce que c'était dangereux. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'au moment où le monstre essayait d'attaquer, elle esquiverait sans aucun problème. Ryu a du mal à croire ce qu'il voit, et maintes fois, la fille bête continue d'esquiver avec facilité jusqu'à ce qu'elle attrape l'un des bras de l'ours et le désactive d'une torsion. Inévitablement, les pensées des deux joueurs sur la jeune fille commencent à changer. Et en voyant à quel point elle bat ce monstre, il devient clair que cette petite fille est beaucoup plus incroyable qu'il ne le pensait. Avec juste quelques coups simples, le monstre est vaincu, et toute trace de celui-ci est complètement effacée, laissant Ryu même un peu effrayé. Alors quand elle termine son travail, la jeune fille a l'air assez confiante. Et parce qu'elle est fière comme un chiot, le protagoniste la caresse en guise de récompense. Au fait, Achise fait remarquer que la servante n'a toujours pas de nom, et en entendant cela, le héros commence à y penser. Jusqu'à ce qu'il finisse par conclure que je suis serait bien, ce qui heureusement plaît aussi à la petite fille. À cause de cela, les deux joueurs sont aussi très heureux. Mais bientôt, le protagoniste commence à montrer sa vraie personnalité, devenant encore plus excité. Parce qu'avec sa nouvelle servante, ses capacités de combat seront portées à un autre niveau. Quelque temps plus tard, toujours dans cette forêt, tandis que les oiseaux gazouillent paisiblement, un monstre ours géant a fait irruption en détruisant tout. Et juste derrière lui, notre protagoniste donnait des coups de pied à tous les monstres de la forêt avec sa nouvelle servante. Achise, pour sa part, est heureuse que les deux soient si capables, mais demande aussi s'il est vraiment nécessaire de détruire toute la forêt avant de partir. Un peu embarrassé, Ryu s'excuse d'être allé trop loin, et maintenant que je suis déjà habitué à se battre, ils peuvent continuer. Alors le groupe marche jusqu'à ce qu'Achise voit quelque chose d'intéressant parce qu'ils ont finalement atteint la deuxième ville. C'est la célèbre ville de Duville, et en observant tout, des forgerons qui travaillent aux marchands qui vendent des armes, le héros trouve tout cela incroyable car cela semble être une ville d'artisans. Achise est d'accord, mais avertit aussi qu'il devrait faire attention car il y a des rumeurs sur ce qui arrive aux non-artisans. Et pour illustrer, quelqu'un apparaît en jetant une fille au loin. Rapidement, une personne au hasard demande ce que le prêtre pense de son bâton, racontant une longue et ennuyeuse histoire. Ensuite, il offre l'objet au protagoniste avec une réduction de 30%, mais pas avant qu'une autre personne n'apparaisse en demandant de l'attention. Et même s'il ne porte qu'un petit speedo, cet homme commercialise son produit en affirmant qu'il est meilleur que l'autre. Ainsi, l'homme chauve, le faux Ricardo Milos et un autre intrus commencent à se disputer pour faire une vente. Par conséquent, Achise termine ce qu'elle disait en expliquant que quand quelqu'un qui n'est pas un créateur apparaît dans la ville, des choses comme ça arrivent. Pourtant, elle demande si le garçon a trouvé quelque chose d'intéressant. Mais pour l'instant, il veut s'enfuir plus que tout. Quelque temps plus tard, les trois ont finalement réussi à se débarrasser des vendeurs ennuyeux. Mais Achise reste heureuse qu'ils aient réussi à arriver là sans problème, grâce au protagoniste. Et à ce propos, le héros refuse d'en prendre le crédit car il a aussi vraiment apprécié de voyager avec elle. Jusqu'à ce qu'un choc frappe son esprit, notre héros a simplement bavardé avec Achise avec désinvolture,
et à cause de cela, il s'excuse 1000 fois. Cependant, ce n'est pas comme si la fille n'avait pas aimé puisque ce sont des amis après tout. Alors Ashise dit qu'elle commencera à appeler le héros Ryu à partir de maintenant. Après tout, utiliser des honorifiques devient un peu bizarre. Mais avec tant de gentillesse, notre héros ne peut pas prononcer un seul mot en réponse. Par conséquent, les deux décident juste de s'appeler par leur nom, créant une certaine atmosphère, jusqu'à ce que soudain, un bruit très fort ruine tout parce qu'il effraie tout le monde faisant passer les joueurs en position de combat. De manière inattendue, une voix commente que les oreilles de chat reflètent leurs émotions, et plus que cela, complimente à quel point je suis est incroyable. Ainsi, impressionné par la beauté de la fille, un certain gars demande si elle fait partie du groupe des deux. Mais en tout cas, avec une lumière dorée brillante, l'homme qui prétend être un héros déclare que sa décision est prise. Et à cause de la forme parfaite de la fille, je suis marque 100 millions dans son compteur de jugement. De plus, l'homme se présente avec son propre spectacle personnel d'une manière très exagérée et clairement embarrassante. Et il n'oublie pas de préciser à la fin à quel point il aime les petites filles mignonnes. Mais à sa surprise, sa présentation n'a pas été accueillie avec enthousiasme par les autres. Au contraire, les trois étaient certains qu'ils étaient confrontés à un fou. Alors, réalisant qu'il avait été un peu irrespectueux, le gars se présente comme Jadol, chef de la guilde de la cour des chevaliers. Et puisque le but de la guilde est de partir à l'aventure à la recherche de belles filles, le chef ne peut pas se retenir après avoir trouvé quelqu'un de si parfait. Quoi qu'il en soit, il a demandé qu'on lui dise le secret pour devenir ami avec quelqu'un comme ça. Mais avant même qu'il ne s'en rende compte, le groupe est déjà loin de là. Ryu, étant aussi intelligent qu'il l'est, n'a pas hésité avant de s'enfuir d'Adunatic. Cependant, de manière inattendue, le bizarre était beaucoup plus rapide que les trois et est apparu instantanément en entourant le groupe. Après tout, jusqu'à ce que le secret soit révélé, Jadol était déterminé à suivre le héros jusqu'au bout du monde, ce qui a fait reconnaître à Ryu les capacités de l'homme malgré son dégoût. Le plan du protagoniste était d'utiliser la distraction pour disparaître de sa ligne de mire, mais Jadol a réussi à apparaître rapidement. Par conséquent, le héros comprend que s'il sous-estime le chef de la guilde, il perdra. Et une fois qu'il sera vaincu, Josué fera certainement face à un très mauvais sort. En tant qu'homme, Ryu a le devoir d'empêcher cela afin qu'il puisse profiter du jeu sans aucune culpabilité. Après tout, même Ashise en a déjà discuté avec cet homme devenant même un peu agressive. Et de manière inattendue, cela rend le chef de la guilde un peu offensé. Alors le héros pense que si Jadol est aussi sensible, il pourrait être facile de le chasser. Cependant, ce fou prenait en fait plaisir à être humilié par la fille. Ensuite, Ashise est devenue furieuse, et Ryu a perdu tout espoir de résoudre les choses pacifiquement. Déterminé à arrêter ce pervers, le protagoniste invoque son sceptre pour se battre. Et en réponse, Jetel avertit que le garçon ne voudra pas utiliser cette méthode. Mais avant le combat, il décide quand même de regarder de plus près la petite fille, faisant crier Ashise pour le protagoniste, très en colère contre tout. Ryu déclare qu'il va éliminer ce ver du jeu. Cependant, même en essayant d'attaquer avec tout ce qu'il a, le chef de la guilde parvient à esquiver facilement. Ainsi, Jetel se vante de sa rapidité, disant qu'il ne sera pas touché par des attaques aussi évidentes, surtout parce que tant qu'il aura son coup secret final appelé manœuvre de pervers, il continuera à tout esquiver. Cela dit, maintenant le fou retourne à son plan de se rapprocher un peu de la fille. Encore plus furieux, le héros hurle que les exigences de Jetel deviennent de plus en plus scandaleuses. Et puisque le protagoniste décide de ne pas coopérer, le chef de la cour des chevaliers se prépare à faire son premier mouvement. Jabil utilise son attaque secrète appelée manœuvre pervertie. Des clones d'ombre remplissent l'allée avec ces images et laissant Ashise complètement terrifié qu'il pourrait avoir affaire à un criminel réel, ce que Jabba confirme. Dans ce cas, Ryu déclare qu'il anéantira tous les clones du gars avant qu'il ne s'approche de Bayonne. Cependant, même après plusieurs tentatives, aucune attaque n'atteint la cible, qui s'assure de se moquer beaucoup d'eux. À cause de cela, Ryu commence à être frustré, et Ashise devient encore plus désespéré qu'avant. Mais pour le moment, le fou se rapproche, la fille bête est capable de sentir la présence de l'ennemi. Et la seconde, avant qu'il ne puisse achever son plan, Josué s'est retourné et a donné un coup de pied puissant au visage de l'homme, ce qui, malgré le fait de l'avoir assommé, était exactement ce que ce monstre voulait le plus. Cela pouvait être vu dans les mots de satisfaction qu'il murmurait inconsciemment. Ryu, pour sa part, était impressionné parce que alors qu'il ne pouvait même pas suivre la vitesse de Jabal, sa servante l'a vaincu. Par conséquent, il est devenu clair pour le héros que Josué est né pour couvrir ses faiblesses. Et aussi parce qu'elle a fait un excellent travail, Ryu la récompense avec une bonne tape sur la tête. Quoi qu'il en soit, maintenant il pourrait retourner aux boutiques du créateur, au grand soulagement d'Ash. Après cela, Jadol a été signalé pour son comportement au supérieur et son compte a été banni. Quelque temps plus tard, les joueurs sont finalement arrivés à l'endroit où Ashise voulait être. C'est le plus grand centre de créateurs de Fio appelé l'Atelier du Ville. Alors sans réfléchir à deux fois, les trois décident d'entrer tout de suite. Et si possible, le protagoniste a une requête à faire à Ashise, qu'il espère qu'elle acceptera. Mais juste derrière lui apparaît quelqu'un qui le cherchait. Et peu de temps après,
cet homme rapporte à son supérieur qu'il a vu le héros à l'atelier d'Uval. Avec grand intérêt, le supérieur répond que cela signifie que cette chose est dans cette ville. Et précisément à cause de cela, le patron pense qu'il pourrait être bon d'aller personnellement saluer Ryu. De l'intérieur de l'atelier, tandis que les forgerons travaillent méticuleusement, le groupe traverse, remarquant à quel point ils sont tous concentrés. Après tout, c'est le plus grand atelier de Duval, et tout le monde crée de l'équipement à utiliser dans les batailles. Ryu a toujours su que le jeu était réaliste, mais il n'a jamais pensé que le processus de fabrication le serait aussi. Achise, pour sa part, se souvient de l'époque où elle a demandé aux garçons des commentaires sur sa nourriture puisqu'il y a aussi un atelier spécialisé dans la nourriture à proximité. Et, évidemment, la fille est très désireuse de le visiter, mais le héros commence soudainement à la complimenter d'une manière étrange. Et avant qu'il ne s'en rende compte, il ne sait plus comment faire la requête qui est juste sur le bout de sa langue. La requête elle-même est qu'Achise fabrique l'armure du héros. Puisqu'il a obtenu Je suis grâce à la pierre de l'Okramoisie, Ryu croit qu'une armure faite du même matériau sera également incroyable. Cependant, le héros pense que cette requête ressemblera essentiellement à une confession. Alors il essaie de trouver un moyen de le dire sans paraître étrange. Pour résoudre ce problème, le héros demande si Achise a l'intention de créer une arme ou une armure puisqu'elle voulait venir à l'atelier. Avec un sourire sincère, la fille dit oui parce qu'elle veut aider d'autres joueurs. En plus de cela, si elle crée des objets avec des matériaux de haute rareté, il sera encore plus facile de monter de niveau. Alors Ryu voit cela comme l'occasion parfaite d'agir et appelle la fille sans réfléchir à deux fois. Cependant, soudain un bruit la distrait, ruinant le moment. Pour l'expliquer, un forgeron appelle le groupe et dit que le tumulte est dû à l'arrivée d'Azumina. Même maintenant, les joueurs ne comprennent pas de quoi il s'agit, mais les filles dans les tourelles apparaissent à la porte. Et comme les gardes sont aussi là, les forgerons commencent à s'inquiéter. D'un autre côté, notre héros reste confus, surtout parce que cette patrouille de personnes continue de se rapprocher. D'abord, un subordonné crie pour appeler Ryu, très irrité par la façon dont ils ont traité son patron avec indifférence. Comme un bon serviteur, il présente le directeur de la guilde d'artisanat numéro 1. Et alors qu'il tourne le dos pour qu'elle s'assoie, cette belle dame d'une entreprise de packs de service, connue comme une source de charisme, s'appelle Azamina. Et face à tout cela, tout ce à quoi Ryu peut penser, c'est qu'il continue de rencontrer des gens étranges dans cette ville. Alors il demande si le gars a fait cette introduction ridicule de lui-même ou si elle a été ordonnée, ce qui irrite évidemment tout le monde, nécessitant d'être arrêté par leur propre chef. Après tout, elle aime un peu la personnalité audacieuse du héros. Sans plus tarder, la jeune fille salue le prêtre, s'excusant pour le comportement grossier de ses subordonnés. Mais tout ce qu'il veut, c'est être libéré pour pouvoir partir rapidement. Sentant ce sentiment, Azumina dit qu'ils ne veulent pas perdre de temps là non plus. Alors, allant droit au but, elle demande les objets et les matériaux que le garçon a obtenus du loup cramoisi afin qu'elle puisse lui fabriquer une armure. Sachant que le héros comprend combien il est difficile de fabriquer une armure, si un artisan de bas niveau essaie de travailler avec des objets rares, le résultat sera désastreux. Mais dans ce monde, ce n'est pas un problème pour elle car elle est la meilleure créatrice et peut produire l'armure à son potentiel maximal. Alors le héros comprend de quoi il s'agit, mais quelque chose attire l'attention d'Azumea, la faisant demander si vous demandez au créateur à côté de lui de fabriquer l'armure. Par conséquent, analysant Achise, elle avertit qu'il s'agit d'une décision qui doit être bien réfléchie. Après tout, les créateurs de bas niveau ne produisent que des objets de bas niveau en Azamina. Achise ne mérite même pas d'être là. Avec tout ce jugement, la compagne du protagoniste devient très triste, et Ryu le remarque clairement, prenant sa douleur sur lui. Alors, pour briser l'arrogance d'Azamina, notre héros la défie à un test, et en fonction des résultats, il sera décidé qui fabriquera l'armure. Concernant ce test, même si elle trouve très cruel d'être jugée ainsi, la blonde dit que cela ne la dérange pas. De plus, elle est déjà heureuse que le protagoniste ne soit pas un imbécile influencé par les émotions. Et puisqu'il a suggéré un test, Azumina dit qu'il sera témoin de la différence entre un vrai expert et un amateur. Achise, pour sa part, s'excuse tout en s'humiliant d'être une débutante dans le jeu. Mais au lieu d'apaiser les critiques, la blonde dit que c'est une excuse utilisée par les déchets. Après tout, dans le sac d'Achise, il y a un couteau fabriqué par un débutant, et même si elle en fabriquait 130, il ne dépasserait pas la note A+. Alors Achise demande comment la jeune fille le sait puisqu'elle n'a même pas montré l'objet. Et Azamiya explique que chaque grand créateur a une compétence appelée yeux esthétique. Dans ce cas, la jeune fille dit que si Achise comprend cela, elle devrait se retirer car les personnes incompétentes devraient quitter le jeu. Et pendant tout ce temps, l'ami du héros est ignoré, ce qu'il remarque. Achise a toujours été introvertie, donc Ryu parie qu'elle n'a pas d'autres amis. Et puisqu'elle apprécie le jeu à son propre rythme, il est logique d'être jugée par des vétérans. Ryu, pour sa part, peut comprendre ce sentiment, mais cela ne signifie pas qu'ils peuvent voler le bonheur de quelqu'un juste pour s'en moquer. Quoi qu'il en soit, Azumina demande quel genre de test sera fait. Puis, disant que ce ne sera pas un test difficile, le protagoniste invoque son sceptre, voulant faire une expérience de durabilité. Naturellement,
Ce serait problématique si l'armure destinée à le protéger se cassait facilement. Alors le héros testera l'armure de la blonde et compensera évidemment les matériaux si elle se casse. Cependant, comme il s'agit d'une armure fabriquée à partir des meilleurs matériaux, Ryu espère qu'elle ne se cassera pas. Azamina, d'un autre côté, ne trouve pas cela compliqué du tout et invoque bientôt son armure de dragon blindé, qui est au sommet du rang plus. C'est une excellente armure qui augmente la durabilité de 20% en cas de coup, et même un boss de niveau intermédiaire ne peut pas laisser une égratignure. Par conséquent, pour Azumina, même si le protagoniste a vaincu le loup cramoisi, il est toujours un novice. Alors puisqu'elle ne voit pas d'inconvénient à ce que Ryu essaie de l'attaquer, notre héros décide de commencer. Et de façon inattendue, avec une seule frappe, il brise l'armure en morceaux, laissant tout le monde sous le choc. Tout de suite, Ryu réalise ce qu'il a fait et avec un sourire malicieux, il commente qu'apparemment, il n'y avait rien de spécial dans l'armure. Dans ce cas, Azumina ment en disant que ce bouclier a été fabriqué par ses subordonnés, et elle invoque bientôt l'armure de Super Scarabée, qui est classée AAA. Mais tout comme la première armure, le protagoniste la détruit aussi. Ensuite, l'armure de dragon d'obsidienne de rang S est invoquée pour le test. Mais notre héros fait aussi exploser l'armure comme si c'était un jouet. Enfin, l'armure de dragon céleste de rang S, que même les joueurs de haut rang peuvent acquérir. Eh bien, avec encore plus de plaisir, le protagoniste détruit celle-ci comme les autres, laissant tous les membres de la guilde des créateurs stupéfaits. En fin de compte, aucune des armures n'a été utile pour le test de durabilité du héros. Par conséquent, il s'excuse, disant qu'il ne peut pas faire confiance au résultat de cette création. Et pour vraiment ne pas être capable de résister à l'un de ses coups, Azamina panique. Ryu explique que chacune de ses créations a un petit défaut qui causera un gros problème lorsque l'armure est poussée à sa limite. Cependant, une fois qu'une armure fabriquée par Ashiz a été montrée, et même si le niveau de l'équipement était bas, elle était impeccable. Et c'est pourquoi Ryu préfère les créations d'Ashiz, qui sont plus détaillées et plus appropriées pour fabriquer son armure. Ainsi, confrontée à toutes ces vérités jetées à la figure, Azumina craque et part, criant qu'elle ne donnera plus une autre chance à l'avenir. Jusqu'à ce que finalement, les gardes quittent également l'atelier. Et maintenant, le protagoniste commence à penser que ce qu'il a dit plus tôt était pratiquement une autre confession. Une fois de plus, il s'est laissé emporter par les émotions, mais Ashiz l'a appelé pour exprimer sa gratitude pour cela. À cause de tout cela, Ashiz a admis qu'elle croyait qu'elle était un fardeau pour les autres joueurs et s'est sentie tellement soulagée après avoir entendu ces mots. Par conséquent, plus que jamais, elle se consacrera pour que le héros puisse être fier d'elle, et Ryu atteint définitivement le bonheur suprême en entendant cela. De retour chez les vaincus, à un certain moment, Azumina arrête de courir, mais elle ne cesse pas de nourrir du ressentiment pour la prochaine fois qu'elle rencontrera le héros. Cependant, cela ne dure que jusqu'à ce que quelque chose apparaisse devant elle, transformant toute cette rage en peur. Devant le groupe de créateurs se tient une certaine personne dont le travail était censé être celui d'un reporter. Cette personne est Tora qui a précédemment dit qu'elle n'avait besoin que de sa caméra. Étant donné cela, la jeune fille dit que c'est vrai et explique qu'elle est seulement là à la recherche d'une histoire exclusive. Alors puisqu'Ora est très influente dans la communauté du journalisme, Azumina se sent intimidée, surtout parce que la reporter était également responsable de l'enregistrement de la vidéo du protagoniste contre le loup cramoisi, le rendant populaire. De plus, il y a des rumeurs selon lesquelles elle est la chef des joueurs célèbres, il faut donc agir prudemment. Très nerveuse, Azumina commente que si Ora est venue l'interviewer, elle est arrivée à un mauvais moment. Cependant, Ora précise qu'elle ne cherchait rien de tout cela, disant qu'une interview avec elle ne ferait pas beaucoup de succès de toute façon. La vérité est que la jeune fille prévoit de faire un documentaire sur le protagoniste parce qu'elle le trouve très intéressant. De plus, elle passait par là avec sa caméra pour enregistrer les événements d'aujourd'hui, capturant également les conversations au passage. Par conséquent, l'une des choses qui s'est produite a été qu'Azumina l'a non seulement maltraitée, mais aussi tout le groupe dans l'atelier. Désespérée de cela, Azumina s'enfuit en disant qu'elle n'a aucune idée de ce dont on parle. Mais Ora se demande si la jeune fille ne pense pas que la conversation maintenant est plus importante que la question urgente qu'elle doit résoudre. Et au moment où un panneau s'ouvre, Azumina devient encore plus désespérée. Parce qu'à l'intérieur se trouve le maître de la guilde d'artisanat nommé Gandol en appel en direct. Ayant entendu ce que la jeune fille a fait à cause de la journaliste, Gandol semble être assez irrité. Et malgré Azumina essayant de s'expliquer, le patron dit qu'il a été insensé de la laisser agir librement. Quoi qu'il en soit, plus en colère que jamais, il ordonne à la jeune fille de venir immédiatement à la guilde, la terrifiant à sa limite. Alors Ora pense qu'il n'aurait vraiment pas dû s'en prendre à notre héros. Après tout, la meilleure chose pour elle est que les réalisations du protagoniste ne soient dérangées par personne. De retour avec notre héros, IAM reçoit de l'équipement des forgerons de l'atelier en récompense, et les deux attendent Ashiz. Au fait, Taiyu avait dit au héros de visiter sa guilde, qui était située dans la 3e ville. Et Ryu était déjà d'accord pour voyager, mais il comprend que cela pourrait être dangereux pour son serviteur à cause de son niveau. Alors une grande idée vient après une longue absence pour régler cela. Ils iront dans le désert sec.
Vaincre des monstres dans cet endroit est la meilleure méthode pour monter de niveau, et lorsqu'on lui demande, Ayame dit qu'elle peut le gérer rapidement. Une horde de gobelins comme celle à laquelle le protagoniste a été confronté au début apparaît. Et avec tout prêt, il dit à son serviteur de tous les achever. À grande vitesse, la jeune fille vainc rapidement l'un des monstres et continue d'abattre les autres. Alors le héros réalise que même s'il était inquiet pour son niveau, elle était plus forte que la normale. Cependant, le plus gros problème maintenant était autre chose, et cela est devenu clair quand après une autre frappe, un sentiment de danger a fait bondir la jeune fille. À cause de la présence du boss monstre appelé le général Gobelin, celui-ci est en effet coriace, et sa force signifie que toute attaque pourrait être fatale. Alors maintenant, la question est de savoir si elle sera capable de le vaincre. Dès la première frappe, Ayame esquive, puis notre héros crie pour qu'elle tente une contre-attaque. Mais quand cela se produit, de façon inattendue, l'attaque semble frapper le monstre comme une douce touche, ce que le héros ne comprend pas. Il semble que la jeune fille ne fasse que toucher le monstre au lieu de l'attaquer. Alors notre héros regarde tout cela avec une grande curiosité, voulant savoir ce que Ayame prévoit. Utilisant sa vitesse à son avantage, la fille continue de toucher le monstre, et le héros ne comprend toujours pas. Il semble qu'elle attende une chance, mais la raison de ces contacts n'est toujours pas claire. De plus, petit à petit, Ayame commence à se fatiguer, alors notre héros devient très inquiet. Mais il comprend qu'il ne peut pas aider puisque c'est son entraînement. Par conséquent, Ryu accepte de rester immobile pour juste regarder la performance de sa servante parce qu'au fond de lui, il croit en elle. Pendant le combat, pendant un instant, la vitesse de la fille faiblit et le chef gobelin réussit à la frapper, causant une blessure grave et la faisant voler. Ryu panique, et au même moment, le monstre se prépare à porter le coup final. Alors, évidemment, le héros invoque son sceptre pour la sauver, mais il décide ensuite de s'arrêter après avoir remarqué quelque chose. C'est parce que même s'il semble avoir le dessus, un monstre ne peut pas bouger. Et c'était exactement le plan de la fille. Elle a réussi à arrêter les mouvements du monstre avec des dizaines de chaînes d'énergie. Ensuite, une notification système apparaît indiquant que Ayame a activé sa compétence de charme, qui peut arrêter le mouvement de l'ennemi au contact. Puisque c'est basé sur la probabilité, Ayame attendait une chance depuis tout ce temps en faisant plusieurs contacts. Et maintenant que l'adversaire ne peut plus bouger, le combat est décidé, car la fille se précipite pour asséner son coup de poing de mana, brisant complètement l'ennemi, et faisant apparaître de nombreuses récompenses pour Ryu. La nuit de ce même jour, soudain un vent fort souffle à travers l'herbe basse. C'est parce que Ryu court avec Ayame à la recherche de monstres de minuit, qui sont plus forts. À un certain moment, quelque chose commence à sortir du sol, et l'un après l'autre, plusieurs zombies apparaissent. De cette façon, le héros est excité de voir quel genre de monstre il affrontera. Et puisqu'Ayame est plus forte, il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour elle. Alors pour l'instant, vous pouvez laisser de côté toute inquiétude pour vaincre ces salauds. Aux côtés de sa servante, le protagoniste en bat un après l'autre avec une grande facilité. Puis extrêmement euphorique, il crie que ce jeu ne déçoit jamais. Jusqu'à peu de temps après que la petite friture ait été vaincue, le plus grand des morts vivants apparaît. C'est le chef du pâturage de minuit appelé le chevalier fantôme. En raison de la personnalité du protagoniste, au lieu d'être effrayé, il se sent satisfait du défi. Et sans perdre de temps, les deux chargent sur le monstre pour en finir. Tout en esquivant certains projectiles, Ayame frappe le monstre à la poitrine, puis les deux unissent leurs forces pour un coup final, qui transperce le chevalier fantôme, le faisant exploser en plusieurs morceaux, ne laissant qu'une trace sur le sol. Ainsi, Ryu rit beaucoup parce qu'avec une performance comme celle-là, il croit qu'il est impossible de perdre. Après avoir vaincu toute cette horde de monstres, le protagoniste commente que se battre la nuit est vraiment amusant. Et au bout du champ herbeux, ils arrivent enfin à la troisième ville appelée Trasville. Tous les détails montrent que c'est une ville merveilleuse, comme un véritable lieu touristique. Et en plus de cela, le point de rencontre est cette fontaine qui ressemble beaucoup à une fontaine romaine. Puisqu'ils ont encore une heure avant de rencontrer Taiyu, le protagoniste dit qu'ils vont se promener dans la ville. Alors les deux s'amusent beaucoup à manger, à danser, et aussi à jouer avec certaines sculptures. Cependant, la dernière a réveillé l'instinct protecteur de la fille, et ils ont fini par causer des problèmes. Quoi qu'il en soit, dans cette ville, il y a même une sorte d'arène romaine. Et étant assez ébloui, le protagoniste commente qu'il aurait adoré avoir une bataille dans un endroit comme celui-là. Mais c'était exactement ce que pensait une autre personne qui apparaît maintenant au protagoniste. Naturellement, Ryu demande qui est cette personne, alors l'homme se présente comme Yamato, s'excusant pour la grossièreté. Et dit aussi qu'il est venu rencontrer Ryu, faisant beaucoup rire le héros. Mais ce n'était pas un rire moqueur, c'était un rire joyeux, parce qu'il avait affaire à une personne décente au lieu d'un ennemi. Et étant donné l'impact de la vidéo Dora, le garçon peut comprendre le point de vue du héros. Quoi qu'il en soit, le protagoniste revient au point en demandant ce que Yamato veut avec lui. Et à propos de ça, le gars est excité de le dire tout de suite, parce que ce qu'il veut, c'est un duel contre Ryu. La ville de Traspil est l'endroit où vous pouvez défier un autre joueur en duel. Et sur la base de la déclaration précédente, le protagoniste aime se battre tout autant qu'il le fait. Pour être honnête,
Yamato était tellement excité après avoir regardé cette vidéo qu'il se demandait ce qui se passerait s'il combattait le héros. Mais le gars précise aussi que c'est seulement si Ryu a du temps libre, ce que le protagoniste, juste par son expression, montre déjà qu'il va accepter. Pour lui, ce sera une bataille entre frères qui renforcera une amitié avec une bonne personne. Par conséquent, Ryu pense que c'est une excellente idée, et Yamato est également motivé pour commencer immédiatement. Se dirigeant vers l'arène, les deux se saluent pour un combat loyal. Alors que les deux camps s'éloignent de 20 pas, Hayao regarde depuis les tribunes. Ryu est vraiment excité de voir quel genre de compétences son adversaire utilisera, et il en va de même pour Yamato. Mais son expression ne semble pas si amicale, parce que ce qu'il veut vraiment, c'est décharger sa colère sur le garçon. Du point de vue de Yamato, après que Ryu soit devenu célèbre, il a commencé à flirter avec Eo et Ashiz en même temps. Alors le gars est devenu furieux de jalousie et a déclaré le héros son ennemi mortel. Cependant, il ne sert à rien de le vaincre en utilisant des méthodes malhonnêtes. Et c'est précisément pourquoi Yamato a choisi d'écraser honnêtement le protagoniste dans un face-à-face. Après cela, avec le rapport d'Ora, toutes les filles de Fio en entendront parler. Et avec la victoire de Yamato, il sera enfin connu comme le joueur le plus cool et le plus beau. Sans plus tarder, le signal pour commencer le combat est donné avec les deux déjà préparés. Alors les guerriers chargent vers le centre de l'arène, et Yamato se prépare à frapper en premier. Et puisque le héros voit le coup venir lentement, il décide de contrer son arme. Mais pour une raison quelconque, sa frappe n'atteint pas la cible, et Yamato réussit à frapper le visage de Ryu, marquant son premier coup à la surprise du héros. De façon inattendue, l'attaque par derrière était un bluff parce que le gars savait que le protagoniste planifiait une contre-attaque. Et se moquant de lui demandant si c'est tout ce que Ryu a, Yamato lui dit de montrer plus de la puissance qu'il a utilisée pour vaincre le loup cramoisi. Jusqu'à présent, le protagoniste a affronté beaucoup de gens, mais celui-ci est complètement différent des autres parce qu'il utilise son cerveau pour gagner. Alors le héros comprend que c'est un vrai duel, et puisqu'Yamato est fort, ce sera contre un vrai joueur. Soudain, quelque chose attire l'attention du protagoniste dans les tribunes. Ayam tremble de peur qu'il n'arrive quelque chose de mauvais à son maître. Par conséquent, réalisant son inquiétude, le protagoniste commence à reprendre le contrôle de son esprit, et il interpelle Yamato pour qu'il explique sa demande de voir la puissance qui a vaincu le boss. Notre héros s'excuse parce que quelque chose comme ça sera impossible. Cependant, pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que sa puissance a de loin surpassé la puissance de cette époque. Dans ce cas, Yamato s'inquiète un peu mais se demande ce que le héros va faire puisqu'il s'y prépare depuis longtemps. Alors le garçon crie en demandant comment Ryu va reprendre l'avantage. Mais au lieu de parler, le héros décide de montrer en avançant rapidement et en allant de plus en plus vite. Il invoque alors son deuxième club, indiquant clairement à Yamato qu'il est aussi un utilisateur d'armes doubles. Cependant, même avec deux armes, Yamato croit qu'il peut contrer si le héros s'approche d'une manière prévisible. Mais le protagoniste comptait déjà sur cela et sur sa vitesse sous-estimée. Il ne l'a révélé qu'au dernier moment, commençant à tourner autour du guerrier à grande vitesse. Dans le passé, le loup cramoisi ne pouvait pas suivre à cause de son corps énorme. Mais quand il s'agit d'un joueur, c'est différent. Parce que maintenant, le héros peut utiliser sa vitesse pour confondre les réactions de l'ennemi. Mais même avec cette stratégie, Yamato réussit à sentir le moment de l'attaque et à s'échapper. Cependant, le garçon a eu très peur de la proximité, et Ryu a été très choqué par son réflexe incroyable. Par conséquent, à leur manière, chacun pensait de l'autre comme un monstre. De retour au duel, les deux essaient de se frapper plusieurs fois. Et en ne s'arrêtant à aucun moment, Yamato réussit à se positionner derrière le héros pour terminer la bataille. Alors avec son mouvement final, il active les crocs du dragon jumeau. Mais soudain, le club du protagoniste est lancé sur sa poitrine, prenant feu et lui faisant perdre toute concentration. Profitant de cela, c'est maintenant Ryu qui passe derrière et frappe son adversaire. Le héros a pu prédire l'attaque par derrière comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. Alors Yamato a commencé à réfléchir à une réponse à cela. Mais le protagoniste lui-même décide de clarifier, en disant qu'il a laissé une ouverture dans son dos exprès. Sans rien d'autre à dire, Ryu prépare son mouvement final, Energy Break, sautant sur le guerrier. Sans rien d'autre à faire, il regarde simplement sa défaite alors que le coup le frappe, ramenant les PV de Yamato à 0, faisant de Ryu le véritable champion. Avec la fin du combat, le protagoniste commente que la bataille était très épuisante. Yamato, à son tour, commence à se relever en riant alors qu'il admet sa défaite ainsi que la force supérieure du héros. À cause de cela, Ryu reconnaît également son adversaire pour avoir été le premier à réagir à sa contre-attaque de cette façon. Par conséquent, le protagoniste tend la main sincèrement pour le remercier de ce moment agréable, ce qui laisse le guerrier très surpris. Sujimata se souvient que les jeux sont vraiment destinés à amuser les gens et réfléchit qu'il était fou. Honteux de ses actes, il tend également la main, pensant qu'il devrait ressembler davantage au héros. C'est alors qu'elle apparaît en disant qu'ils sont déjà en retard pour la réunion avec la guilde, ce qui fait que le protagoniste s'excuse. Et comme le héros perd toujours la notion du temps lorsqu'il s'intéresse à différentes choses, elle l'appelle immédiatement. En outre,
juste devant Yamato, notre héros demande à la fille d'arrêter de le serrer dans ses bras. Ensuite, le garçon ne peut plus retenir ses sentiments et crie qu'il détruira le protagoniste un jour, laissant Ryu surpris par l'attitude de son ami. Quoi qu'il en soit, Yamato s'enfuit en criant toutes sortes d'insultes au protagoniste. Définitivement quelque chose que Ryu n'attendait pas de quelqu'un qu'il pensait si droit et honnête. Donc elle a emmené le protagoniste à la réunion tandis que Ryu ne pouvait pas arrêter de pleurer à propos de ce qui s'est passé. Mais la fille ne s'en souciait pas beaucoup puisqu'il se ferait d'autres amis dans la guilde. Bien que joueur solo, le protagoniste n'aime absolument pas l'idée de rejoindre une guilde. Plus tard, Teian ou Apollo présente Ryu à tous les membres, leur demandant d'être accueillants. Ensuite, le héros lève la main pour les saluer, mais les membres semblent assez intimidants. Pour Ryu, il n'y a pas de compréhension mutuelle car tout le monde le juge. Et donc ce qu'il souhaite le plus maintenant, c'est rentrer chez lui. Soudain, quelqu'un apparaît pour saluer le héros en premier. S'excusant pour l'accueil des autres, Rose se présente comme une magicienne épéiste. Avec ça, notre héros est heureux de rencontrer quelqu'un qui semble correct là-bas. Mais une autre personne apparaît, interrompant leur conversation pour se présenter elle aussi. Se présentant comme la gladiatrice, Saria. Elle dit que c'est un plaisir de rencontrer le héros. Apparemment, les deux ont une très bonne relation car elles ont commencé à se battre, menaçant de s'attaquer l'une l'autre sur le champ. À cause de cela, le protagoniste s'inquiète un peu du fait qu'elles se battent pendant les présentations. Taiyu, d'un autre côté, s'attendait déjà à ce que cela se termine ainsi, alors il a décidé de terminer les présentations. Parmi les membres, il y a Konoha, qui est une acrobate et malgré son absence d'esprit est assez gentille. Ensuite, il y a Hari, une personne sérieuse qui partage la même classe que le héros. En plus d'eux, Mao est une spécialiste de la magie qui semble assez surprise de voir Ryu. Et le reste des membres sont Rego, Plaque, ainsi que Fugaku et Kal. Et comme Taiyu les a survolés sans trop de détails, ils sont tous irrités. Quoi qu'il en soit, Apollo avait dit qu'il y avait 4 personnes, mais une est absente. Cependant, pour répondre à cela, le membre manquant lui-même annonce qu'il n'acceptera pas cela. Cet homme appuyé contre le mur est le membre restant nommé Rego. Taiyu demande ce que son subordonné entend par ne pas accepter. Et étant très clair, Rego dit qu'il est contre l'invitation du héros à la guilde. Pour s'expliquer par une question, le garçon rappelle l'objectif du maître de faire de cette guilde la plus forte de Féo. Cependant, le fait est que Ryu est toujours au niveau 36, et sa classe n'est même pas si bonne. À cause de cela, pour Rego, le protagoniste est une recrue qui ne mérite pas d'être parmi eux. Après avoir entendu tout ce jugement en silence, le héros a demandé à poser une question, et sans surprise. Ce qu'il veut savoir, c'est ce qu'est un métier de haut niveau, ce qui met ses amis assez mal à l'aise de ne pas l'avoir encore expliqué. Il a été dit que les métiers de haut niveau sont ceux qui peuvent être obtenus après avoir changé de classe dans la 4e ville, et ne sont possibles qu'une fois le niveau supérieur à 50. Une fois que cela se produit, les capacités et les sorts sont améliorés, permettant d'apprendre des compétences plus puissantes. En bref, c'est la preuve qu'un joueur est de haut niveau et la règle qu'ils ont établie pour qu'une personne puisse entrer dans la guilde. Par conséquent, Rega précise que le héros ne devrait pas s'exciter juste parce qu'il a vaincu le loup cramoisi une fois, surtout que pour lui, la rumeur selon laquelle il est très difficile de vaincre ce monstre seul doit être une erreur. Incapable de tolérer plus longtemps cette attitude arrogante, O intervient dans la conversation et lui ordonne de s'excuser en disant qu'elle ne permettra aucune insulte à Ryu. Dans ce cas, Rego s'enflamme encore plus et crie qu'il se plaint simplement parce qu'il ne veut pas que la culpabilité soit affaiblie. C'est pourquoi, puisque seuls des faits ont été énoncés jusqu'à présent, le garçon demande si Eo a un problème avec ça. Et même si elle occupe un rang supérieur, elle se tait, sachant qu'elle ne peut pas le réfuter. En premier lieu, le protagoniste n'a même pas besoin de rejoindre la guilde, mais jusqu'à présent, il s'était demandé pourquoi il était invité malgré la règle. Donc inévitablement, il s'est souvenu à quel point O était excité de jouer ensemble lorsqu'il a reçu le jeu en cadeau. Cela fait comprendre à Ryu qu'il ne peut plus ignorer les sentiments de son compagnon. De retour dans la conversation, notre héros commente qu'il est d'accord avec Rego sur certains points, ce qui rend le garçon enthousiaste d'être compris. Mais comprenant qu'il a juste besoin d'une classe de haute qualité, Ryu est prêt à la poursuivre. Et si c'est le cas, tous les autres membres conviennent qu'il n'y aura aucun problème pour qu'ils le rejoignent. Rego, cependant, commente que quelque chose d'aussi simple peut être fait par n'importe qui. Mais si l'intention est de montrer sa puissance, le héros doit obtenir un métier de haut niveau, et le délai pour cela est d'une semaine seulement afin que Rego puisse envisager de l'accepter. De toute évidence, tout le monde est choqué par un délai aussi court, car le simple fait de passer du niveau 30 au niveau 40 prend 2 mois entiers. Néanmoins, Rego demande si le protagoniste est d'accord car s'il le rejoint maintenant, cela ruinera la valeur de la guilde. Et en plus de cela, affirmant qu'il n'y a aucune raison de s'entendre, le garçon déclare qu'il partira si Ryu accomplit la mission. Taiyu crie déjà saturé de tout, surtout parce qu'il n'y a aucune raison pour son collègue de démissionner. Mais le héros ignore les réprimandes et déclare clairement que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, ce sera dans la 4e ville où il changera de métier, laissant tout le monde sans voix. Mais Rego, plus anxieux que jamais, et maintenant que le protagoniste s'est engagé en tant qu'homme,
il ne devrait pas revenir sur sa parole. En quittant la guilde, le héros semble assez déterminé, mais seulement jusqu'à ce qu'il avoue qu'il ne sait pas comment monter de niveau. Le fait est qu'après avoir vaincu le loup cramoisi, son niveau n'a pas beaucoup augmenté, mais il pense que ce ne sera pas difficile. Ce boss est un événement qui se produit une fois par mois, et même si vous le battez, vous ne pourrez pas renverser la situation en votre faveur. Donc, au milieu de cette situation difficile, quelqu'un apparaît auprès du héros pour lui donner des conseils. Et au cas où il en aurait vraiment besoin, cette fille, qui se dit génie et belle, dit qu'elle aidera. Cependant, ce qu'elle propose de prêter est quelque chose de si intime que cela ne vaut même pas la peine d'être mentionné. Dans ce cas, le héros demande si elle voulait dire l'expression « donner un coup de main ». Quoi qu'il en soit, pendant cette présentation, il a ressenti quelque chose d'étrange. À cause de cette façon timide de parler, il est devenu clair pour notre héros qu'il s'agissait de sa cadette Sakazaki Mao. Dans ce cas, très gêné, la fille demande ce qu'il veut dire par là. De plus, elle demande aussi pourquoi le héros a provoqué Rego à ce point. Ils étaient tous ensemble au club scolaire, mais la fille pensait que le héros était du genre à ne pas tomber dans les provocations. Sincèrement, Ryu explique qu'il le fait pour Eo car une fois son niveau augmenté, ils pourront jouer ensemble. Mais même en étant ému par l'empathie du héros, ce ne sera pas une tâche facile. Et même s'il ne veut pas l'admettre, il voit que Mao a raison sur certains points. Néanmoins, la fille se rend disponible pour aider en tout cas, et elle dit qu'elle apportera certainement le salut au problème du héros comme une véritable messie. De retour dans le monde réel, le protagoniste peut difficilement croire à quel point il se débat. C'est parce que dans le jeu, il a pu collecter tous les objets rares avec facilité en utilisant son personnage. Mais le voilà à chasser un pudding en édition limitée avec quelqu'un de désespéré. Quelque temps plus tard dans un parc de la ville, notre héros réussit à l'obtenir, mais est extrêmement épuisé. Puis en quelques secondes, Mao apparaît, louant le bon travail, mais commentant aussi que le garçon a l'air un peu malade. Pour répondre à la raison, Ryu demande avec colère qui elle pense être à blâmer. Mao, à son tour, pense qu'il est évident que c'est le garçon qui a provoqué Rego. En changeant de sujet, elle demande le pudding. Ensuite, le héros dit que c'est le prix de l'aide qu'elle va lui donner, ce qui rend Mal très heureux. Sans attendre plus longtemps, elle décide de manger le pudding en édition limitée immédiatement, et à la première cuillère, réalise à quel point il est délicieux, disant que ce pourrait même être le moment le plus heureux de toute sa vie, ce que, naturellement, le héros trouve exagéré. Changeant de sujet, il commente qu'il ne s'attendait pas à ce que sa cadette joue également à Théo. Et à ce propos, la fille s'excuse de ne pas avoir empêché Rego de commencer une bagarre. Elle pensait vraiment que les deux régleraient les choses pacifiquement, et finalement, n'a rien pu faire. Mais cette confession suffit à notre héros. Il demande donc pourquoi elle s'excuse puisqu'ils se connaissent si bien, et demande si c'est pour ça qu'elle l'aide, puis la remercie pour tout ce qu'elle a fait. Définitivement, ces compliments touchent profondément la fille, mais elle essaie de garder son calme, disant que c'est son devoir de cadette. Ryo avait toujours été attentif à Mao, et un jour, même si elle n'a jamais parlé à personne d'une blessure à son talon, tout en essayant de continuer malgré la douleur, se sentant mal de devoir arrêter l'entraînement, Ryo est apparu, demandant si ses pieds allaient bien pour courir. De plus, notre héros était le seul à offrir son aide en se présentant avec un bandage. Par conséquent, ces actions du protagoniste, ce côté de lui, était certainement quelque chose que Mao aimait profondément. Et c'est pourquoi elle le soutiendra dans n'importe quelle situation, même sans le dire ouvertement. De retour à la conversation, le héros commente que le simple fait de vaincre des monstres normaux ne sera pas efficace pour monter de niveau. Donc, Mao est d'accord que d'aller dans des endroits déjà visités n'apportera pas de bons résultats s'ils veulent augmenter son niveau. Par conséquent, le meilleur endroit où aller est la vallée des dragons, qui est exactement là où il se dirige maintenant. Plus tard, à l'intérieur du jeu, une horde de dragons est visible dans le ciel au milieu d'un ravin. Et le pire, c'est qu'ils portent des armes et des armures, ce qui les rend encore plus dangereux. Devant Ryu et Yaem, plus de 10 d'entre eux viennent attaquer, et le héros commente que le nombre est un peu désagréable. Mao explique que la raison pour laquelle cet endroit est le meilleur pour monter de niveau est dû au taux de rencontres élevé. Dans un autre endroit, il faudrait 1 heure pour monter de niveau, mais cet endroit raccourcit le processus à seulement 45 minutes. Cependant, tout ne se passe pas sans heurts car soudain, l'instinct du protagoniste est déclenché par un dragon chargeant. Donc, juste après avoir esquivé, il essaie de contre-attaquer avec une frappe de sa massue, mais non seulement il rate, mais les dragons travaillent ensemble. Puis d'en haut, un autre apparaît par derrière pour attaquer notre héros, l'envoyant voler avec un coup. C'est l'inconvénient de cet endroit car le héros devra les affronter en grand nombre, se battant continuellement sans pouvoir s'arrêter. Même s'il ne veut pas l'admettre, le protagoniste comprend qu'il est dans une situation compliquée. Yaem et lui sont confiants dans leur puissance de feu et leur vitesse, et Ryu pensait qu'il s'en sortirait tant qu'il les esquiverait. Mais il ne s'attendait pas à subir autant de dégâts car même âme seul n'a pas la résistance pour supporter l'impact du dragon. Ryu ne savait pas quoi faire, mais c'est à ce moment-là qu'il a reçu un appel d'Achise. Et, heureusement, à l'autre bout du fil, il y avait de bonnes nouvelles de son ami car elle avait enfin terminé l'armure du héros. Dans ce cas,
Achise demande quand le héros viendra la chercher car elle sera là pendant un certain temps. Et avant même qu'elle ait fini de parler, le héros crie qu'il y va tout de suite, ce qui inquiète la jeune fille mais elle accepte. Ryu informe Mal qu'il retourne à Duville, à sa grande surprise. Évidemment, Mao demande si le protagoniste n'est plus intéressé à monter de niveau. Mais Tairo indique clairement qu'il a une priorité à traiter en premier, alors prenant la main de Meian, il s'enfuit joyeusement, disant que l'équipement d'Ash est enfin prêt, sautant de pierre en pierre comme un enfant, ce qui laisse Mao avec des sentiments mitigés car la vitesse de départ du héros était plus rapide que lorsqu'il se battait. Plus tard dans la ville de Duville, le forgeron continue d'attendre l'arrivée du héros jusqu'à ce qu'il se présente enfin, pratiquement en passant à travers la porte. Même s'il est arrivé un peu en retard de la vie du héros, la jeune fille pense qu'il est incroyable qu'il soit venu immédiatement. Et juste derrière lui est venu Mao, complètement épuisé d'avoir autant couru pour suivre le rythme. Mais en arrivant, ce qu'elle voit, c'est Ryu dire qu'il est heureux de voir Achise après si longtemps, ce qui rend évidemment la jeune fille extrêmement jalouse, voulant savoir qui est cette personne. Ensuite, le héros explique quelle est la créatrice qui a fabriqué l'équipement d'I.M, et présente également mot à la créatrice. Cependant, Achise n'aime pas du tout que Ryu soit ami avec la jeune fille. Bien qu'elle ressente la même chose, Mo salue sa rivale en disant qu'elle est la cadette du héros pour rendre l'autre jalouse. Ensuite, Achise répond en disant qu'elle voyage toujours avec le héros partout dans Théo car ils ne se quittent jamais. Et c'est avec cet accueil chaleureux que les deux se saluent. Même le héros réalise qu'il semble y avoir une atmosphère hostile entre les deux. Mais même en mourant de colère, ils essaient de garder leur sang-froid devant Ryu, ce qui laisse le héros un peu déçu car il voulait que les deux deviennent amis. Changeant de sujet, le protagoniste a demandé à voir son armure tout de suite, et Achise accepte immédiatement, disant que c'est un produit fabriqué exclusivement pour le héros et I.M. 5 minutes plus tard, Achise apparaît avec l'armure et demande ce que notre héros en pense. Pour I.M, c'était une tenue japonaise traditionnelle typique, qui avait évidemment très bien l'air. Et sans même voir les effets, notre héros l'aime déjà car I.M était vraiment mignon dedans. Achise informe qu'elle est très durable grâce aux matériaux du boss, et qu'elle a été spécialement conçue pour ne pas limiter les mouvements, ce que le héros trouve incroyable. Quoi qu'il en soit, le protagoniste appelle Achise pour faire l'éloge de la qualité de l'équipement, la remerciant beaucoup pour l'aide de la jeune fille. Alors les deux partagent un bon moment ensemble où Achise le remercie également de lui avoir permis d'utiliser les matériaux du loup cramoisi tandis que Mo se tient à l'écart, brûlant de rage. Par conséquent, n'ayant plus rien à faire là-bas, la cadette tire le héros pour retourner rapidement dans la vallée des dragons, laissant à la fois le serviteur et la créatrice dans l'atelier sans rien comprendre. Plus tard, de retour sur le champ de bataille, I.M est prête à se battre avec sa nouvelle armure. Ensuite, le héros lui demande de montrer la puissance du tout nouvel équipement qu'elle a reçu d'Achise. Dans une course rapide, l'un des dragons essaie d'intercepter l'avancée de la jeune fille, mais elle parvient à se défendre à main nue. Surpris qu'il n'y ait même pas une égratignure sur la tenue. Par conséquent, même le héros est impressionné car c'est exactement ce qu'Achise a dit quand elle a averti que c'était plus dur qu'il n'y paraissait. Grâce à la durabilité de l'armure, I.M reste complètement bien après plusieurs attaques puissantes, étant totalement différente d'avant. C'est pourquoi même si elle n'aime pas Achise, la cadette du héros admet qu'elle est très talentueuse. Quoi qu'il en soit, I.M continue d'humilier les dragons, et un sourire apparaît avec un remerciement du héros. C'est parce que maintenant qu'il peut se déplacer sans se soucier de son arrière, Ryu ne perdra définitivement pas. Et puisqu'il est tellement aidé, il croit qu'il devrait au moins montrer une nouvelle compétence. De retour à la guilde, Elf se sent très dépassé car à cause d'elle, le protagoniste vit une mauvaise expérience. Pour la consoler, Apollo dit que ce n'est pas de sa faute, surtout que nous parlons de notre héros qui pourrait très bien profiter de la situation. Et de loin, Rego écoute toute la conversation avec une expression irritée mais aussi curieuse. De retour sur le champ de bataille, I.M continue de détruire les dragons les uns après les autres. Avant de changer son armure, il devait réfléchir attentivement à la façon de se défendre pendant la bataille. Mais tant qu'elle a cette durabilité, le héros n'a plus besoin de s'inquiéter. Surtout maintenant, il peut également utiliser cette mission pour monter de niveau calmement. Mais pour Mao, cela ressemble plus au visage d'un tueur de démons qu'à quelqu'un qui grimpe pour monter de niveau. Quoi qu'il en soit, maintenant Ryu commande qu'il est temps d'utiliser sa nouvelle compétence. Soudain, un cercle magique apparaît sur le sol, surprenant sa cadette. Et avec cela, plusieurs épées glaciales commencent à être invoquées à travers un cercle magique. C'est l'épée de conviction qui vient d'être activée, laissant Mao incrédule car elle n'a jamais vu une telle compétence. Alors que l'épée de foi convertit le MP en puissance d'attaque, l'épée de conviction convertit le mana du héros en 10 épées volantes. C'est pourquoi il crie que ce combat sera facile et commence à attaquer en lançant une épée sur chaque monstre. Et chacun d'eux, en rencontrant un dragon, parvient à le couper en deux, laissant Mao effrayé. Un par un, les hommes lézards tombent sous cette puissance de feu, ce qui amène la jeune fille à se demander si le protagoniste était vraiment censé être un prêtre. Quoi qu'il en soit, à un certain moment, le dos du héros est exposé pour une attaque sournoise. Alors l'un des dragons essaie d'attaquer en utilisant sa puissance maximale, mais échoue car puisqu'il y avait une épée de conviction,
il y avait aussi un bouclier. C'est le bouclier de conviction, qui est la version protectrice de l'épée de conviction. De plus, le protagoniste peut également se tenir debout sur le bouclier pour voler dans les airs, faisant de lui essentiellement l'Aladin du monde MORP. Mao peut à peine croire ce que ses yeux voient, et tant qu'il y a un trou dans le système, le protagoniste affirme qu'il continuera à faire des choses comme ça. De plus, il invoque également son sceptre pour fusionner les deux pouvoirs, et sautant du bouclier, il utilise l'avantage de la hauteur en sa faveur pour empiler tous les monstres ensemble et les écraser au sol avec une attaque extrêmement puissante. Ainsi, 5 hommes lézards ont été touchés par la puissance de feu du héros en même temps. Et malheureusement pour eux, le protagoniste a encore de mauvaises nouvelles car celle qui est la plus capable de se battre dans les airs est en fait Aion. À cause de cela, la jeune fille saute sur l'un des boucliers pendant que notre héros travaille comme soutien. Et ainsi, sautant de l'un à l'autre à grande vitesse, elle vainc chaque monstre qui apparaît, se propulsant de plus en plus. Mo est bouche bée par cette stratégie d'utiliser les boucliers comme plateforme car c'est quelque chose que personne n'a jamais fait. Donc pour elle, il devient plus que clair que le protagoniste est vraiment le vrai génie de Fio. En ce moment, Ryu est au niveau 43, ce qui montre que c'est un bon endroit pour monter de niveau. Mais il a une idée pour un endroit encore meilleur et croit qu'il vaut la peine de tester cette méthode car si cela fonctionne, ses jeux augmenteront beaucoup. Après avoir vaincu la plupart de ces monstres, le protagoniste fait une expression sinistre en pensant à quelque chose d'intéressant. Ensuite, il dit à Mao qu'il a besoin de lui demander une faveur. Ryu lui demande de vérifier s'il y a d'autres joueurs dans la zone et de les éloigner du feu croisé s'il y en a. Mao dit qu'elle peut le faire, mais demande quelle est la raison. Ensuite, le héros dit que si tout se passe comme prévu, il sera préférable d'attendre et d'assister à l'événement principal, ce qui irrite évidemment la jeune fille. Mais au lieu d'insister, elle demande juste à Ryu de se dépêcher. Maintenant que la première étape est terminée, le héros dit qu'Aion jouera un rôle important dedans. Le héros veut qu'elle attire tous les hommes lézards de la vallée vers sa position, mais sans les attaquer. Et quand il lui demande si elle peut faire ça, la servante se rend entièrement disponible, s'enfuyant déjà sans regarder en arrière. Ryu, à son tour, commente qu'il est difficile de dire ça à une fille aussi mignonne qu'elle. Mais puisque sa défense a beaucoup augmenté avec le nouvel équipement, le héros croit qu'il n'y aura pas de problème. Et plus que tout, il est sûr que sa servante sera en mesure de bien gérer ça. Pendant qu'elle court, soudain, l'un des monstres remarque IAM, alors la jeune fille commence à courir dans la direction opposée. Évidemment, les hommes lézards essaient d'attaquer la jeune fille, mais elle esquive facilement et continue de courir, attirant de plus en plus de monstres pour la chasser. Pendant ce temps, à l'endroit désigné, Mao annonce qu'il n'y a personne d'autre autour, et elle est bientôt surprise par un son approchant. Mais c'est à cause d'une horde entière d'hommes lézards qui viennent par là à cause d'Aion. Et quelque chose comme ça est exactement ce que le protagoniste veut, alors il remercie la servante pour le bon travail et invoque sa massue car il est maintenant temps de continuer avec l'événement principal. Avec son arme, le protagoniste la soulève et la frappe dans le sol, créant un trou qui envoie plusieurs roches voler vers le chemin des monstres dans les airs. Donc de façon inattendue, il commence à être touché et vaincu par elle, ce que Mao ne peut vraiment pas croire. Ainsi, avec cette stratégie, toute la horde est complètement anéantie avec facilité. Et comme ça a fonctionné, le héros se vante beaucoup, se faisant appeler un pêcheur de lézards. Même si son expression est pathétique, Mao admet qu'attirer les monstres à un seul endroit était une méthode efficace. Pendant qu'Ayam distrait les monstres, le protagoniste les vainc, et après, ils réapparaissent en grand nombre. Par conséquent, c'est un cycle infini parfait qui, pour le héros, est digne d'un prix Nobel, et pour Mo, peut-être même un peu injuste envers les monstres considérant combien Ryu s'amuse. À la fin, le garçon transpire beaucoup, mais maintenant il ne gagne plus autant d'expérience qu'avant. Alors le héros demande s'il y a une sorte de boss dans les environs, et Mo répond, oui, disant qu'il se trouve dans la partie la plus profonde de la vallée. Cependant, il n'avait pas besoin d'aller si loin parce que soudain une énorme rafale de vent commence à faire chanceler les joueurs. Et avec le temps, elle ne fait que se renforcer parce que le vent marque l'apparition du boss de la zone. Évidemment, inquiète, Mao demande pourquoi le monstre est ici. Mais le fait est que le boss de la région est là en chair et en os. Alors le protagoniste commente que c'est exactement ce à quoi on s'attendrait d'un boss dans un jeu. Et montrant toute sa furie, cet énorme dragon rouge rugit, exerçant une pression énorme sur le champ de bataille. D'un nuage de fumée apparu avec son atterrissage, le corps du monstre est pleinement révélé, et suivant son instinct, il rugit à nouveau. Mao ne peut toujours pas comprendre pourquoi il est là, et apparemment, c'est vraiment le boss de la région profonde. Normalement, ce boss apparaît dans les environs, un peu loin de la zone, il devrait donc être impossible qu'il vienne ici naturellement. Cependant, puisque le protagoniste a maîtrisé un grand nombre de petits monstres, le boss est venu les venger, ce qui était le meilleur scénario pour Ryu. Surtout, parce qu'une fois qu'il aura vaincu ce type, son processus de montée de niveau augmentera considérablement. Avant qu'il ne puisse attaquer, le monstre prend son envol, soulevant une puissante rafale de vent. Et sans une seconde pensée, la première attaque d'un dragon de feu est de libérer une énorme explosion de feu de sa bouche. Par conséquent,
Même le héros s'excite parce que c'est ce qu'un dragon est censé faire. En réponse à l'attaque, Yu invoque un bouclier de conviction pour lui et pour son serviteur. Et parce qu'elle était dans la portée du feu, Mao doit courir seule pour sauver sa vie. Alors elle crie au héros pour s'assurer que les attaques ne retombent plus sur elle. De retour dans la bataille, un monstre commence à libérer plus de feu de sa bouche, mais cette fois, sous la forme de projectiles. Par conséquent, le protagoniste devient désespéré avec un délai ridiculement court entre les attaques. Mais même si c'est difficile, il continue d'esquiver, et en réalisant que ce n'est qu'une attaque ordinaire, l'inquiétude du garçon monte en flèche. Mal explique que c'est un boss censé être vaincu par au moins 4 personnes. Alors réalisant qu'être prudent n'aidera pas, le héros invoque son épée de conviction pour d'abord éliminer la vision du monstre. Cependant, avant que les attaques n'atteignent leur cible, le monstre resserre sa garde et déploie ses ailes à la dernière seconde, envoyant les épées voler avec le vent fort. Avec ça, Ryu réalise que le dragon a un réel avantage dans le combat aérien. Mais une fois que le héros réussira à l'entraîner au sol, il pourra porter un coup décisif. Tout en pensant à des stratégies, soudain le protagoniste rit malicieusement, se souvenant de quelque chose qui pourrait fonctionner. Alors il commence à se préparer, et dès qu'il finit, il décide de commencer le spectacle. Encore une fois, le protagoniste utilise l'épée de conviction pour attaquer, alors Mao pense que le héros devrait déjà savoir que quelque chose comme ça ne fonctionnera pas. Ce qui se passe réellement, c'est que le dragon dévie toutes les épées. Cependant, c'était exactement là où notre héros voulait parce que maintenant il peut utiliser sa compétence de libération. Soudain, un cunet géant est enfoncé dans le sol, et avec lui, plusieurs chaînes volent au-dessus du monstre. Jusqu'à ce que naturellement, elles commencent à s'enrouler autour de son corps, et comme plus d'encre se verrouille dans le sol, le boss est complètement immobilisé. Ryu peut à peine célébrer à quel point il est heureux de ce succès. Libération est une compétence qui libère la propriété d'une capacité magique. Alors le protagoniste a utilisé l'épée de conviction pour la transformer en une chaîne avec la magie de liaison. Dès le début, le héros prévoyait de le retenir puisque le dragon esquivait toujours ses attaques, alors Ryu a déguisé la capacité en épée de conviction. Quoi qu'il en soit, Ryu sait que le dragon ne restera pas retenu longtemps, mais tant qu'il reste immobile pendant au moins 30 secondes, c'est fini pour lui. Monté sur des boucliers, Je suis rapidement commence à attaquer le monstre sans aucune pitié, et Ryu fait de même mais avec encore plus d'enthousiasme, anéantissant le dragon sans lui donner la moindre chance de riposter. Avec cette victoire, le protagoniste commente que le travail était long mais est arrivé au bon moment, et ainsi il monte de niveau plusieurs fois. Finalement, le protagoniste atteint le niveau 49 après être resté bloqué pendant un certain temps, et maintenant il n'a besoin que d'un seul niveau de plus. Après ça, il doit juste aller dans la 4e ville appelée Catlouville. Pour tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, le protagoniste remercie Mao pour son aide en disant qu'elle a sa gratitude. De retour dans la vallée des dragons après toutes ces batailles, le paysage a considérablement changé. Le lendemain, les oiseaux chantent, mais le protagoniste est extrêmement irrité. C'est parce que Mao a oublié de mentionner un détail très important. Elle a oublié de dire que le champ qu'ils doivent traverser pour se rendre à Caboville est en fait très grand, et à cause de cela, il faudra 2 jours pour atteindre la ville. Dans ce cas, le héros demande ce qu'ils feront si le processus de montée de niveau est lent là-bas, et Mo répond qu'il devrait juste oublier ça parce qu'il y a des cas où les gens réussissent à atteindre la ville en moins de 10 heures. Alors le héros y pense un peu parce que même juste 10 heures c'est déjà gênant jusqu'à ce qu'il ait l'idée de vérifier le système puisqu'il a appris une nouvelle compétence magique après avoir monté de niveau. Parmi eux se trouve le grand aigle planant et le dragon de terre, qui peuvent être invoqués tout comme Aion. Alors le héros décide de le tester en invoquant le dragon de terre en premier, et rapidement, le monstre se matérialise à partir d'un cercle magique invoqué sur le sol à la surprise de tous. Être un dinosaure crée une double réaction entre Ryu, qui l'adore, et Mo, qui le déteste. Alors le protagoniste demande la raison de sa réaction, et la fille répond qu'elle n'aime tout simplement pas les reptiles. Dans ce cas, le héros commente qu'elle n'a pas à venir. Elle insiste sur le fait qu'elle le fera. Après tout, si elle monte sur ce dinosaure, ils auront une chance d'être très proches l'un de l'autre. Alors monté sur le dragon de terre, le héros espère qu'il a au moins la vitesse d'une voiture. Mais juste au moment où le monstre commence à courir, ses attentes sont satisfaites et même dépassées car il est bien trop rapide. C'est définitivement plus comme un train à grande vitesse qu'une voiture. Alors le héros profite du moment jusqu'à ce que Mal attire son attention, l'avertissant d'un énorme cratère juste devant. Et puisque le dragon de terre ne peut pas s'arrêter à temps, ils tombent tous dans ce trou. Pour Mal, cette expérience était si horrible qu'elle peut être comparée à des montagnes russes. Au fait, le cratère n'est visible que du ciel, mais juste au moment où il y pense, le héros remarque qu'il y a un arbre massif près de l'endroit où il se trouve. Soudain, cette végétation, un dragon rouge géant, encore plus grand que l'arbre, apparaît en rugissant. Alors Mao explique que c'est le dragon le plus puissant, qui a été vaincu par des joueurs de haut niveau. Naturellement, le héros suppose que c'était le dragon responsable de cet énorme cratère. Cependant, la fille nie cette idée en déclarant que si c'était le cas, le cratère ne ressemblerait pas à ça. Dans ce cas, Ri devient curieux de savoir quel monstre l'a fait, si ce n'est pas celui-là,
jusqu'à ce qu'il réalise quelque chose qui était évident, mais qu'il n'avait pas remarqué. Tout ce temps, bien que cela ressemblait à un cratère, ils étaient en fait juste debout à l'intérieur d'une empreinte du dragon. C'est le souverain de ce champ, et c'est exactement celui qui se tient sur le chemin de Calaville. Et ainsi pas à pas, le monstre géant dont il parle commence à s'approcher jusqu'à ce qu'il s'arrête juste devant le groupe. Maintenant, pour avancer vers Calaville, notre héros devra affronter le boss connu sous le nom de Géant.